Achète-toi un chien, man, au lieu d'avoir des enfants. C'est pour ce que tu veux faire, man, parce que c'est un peu ça. Puis pour toi et ton enfant, tu dois te tenir en forme, tu dois avoir un meilleur hygiène de vie, puis tu dois monter cet exemple-là, man. C'est dégueulasse de voir ça. J'ai été un nerd quasiment toute ma vie. Quand j'étais vraiment jeune, j'étais un peu sporty, mais plus nerd. Puis là, j'ai commencé à pogner avec des filles qui étaient cool. Fait que là, ça a switché complètement. Bang! Là, j'étais allé all-in de comme, dude, fuck les nerds, man. Moi, je suis pas avec les filles. J'avais dit à ma blonde dans ce temps-là, hey, je vais commencer à couper les cheveux genre temps plein. Elle était comme, Chris, t'es-tu gay, genre? J'étais comme, de quoi tu parles? Elle était comme, ben là, c'est quoi, ça va coiffeur? J'étais comme, je m'en vais pas coiffeur. Elle était comme, y a pas de white boys qui coupent, genre dans un barbershop, genre si tu vas faire de la coiffeur. J'étais comme, tu sais, là, on a complètement déclassé Notorious direct. C'était comme, tout le monde parlait juste de maison privée. Tous les jours au tournage, j'arrivais avec de l'alcool, puis ils essayaient de nous saouler constamment. Parce qu'ils se disaient, s'ils saoulent la gueule, ils vont se pogner. S'ils se pognent, ça va être intéressant. Ben, moi, ce que je suis, dude, là, je suis en jungle. Personne ne me dit quoi faire. Il n'y a rien qui se passe. C'est comme, j'ai mes panneaux solaires, man. J'achète mon eau en fucking qui vient d'un plus haute source, man. Extérieur, puis that's it. Living the life, tu sais. What's up, guys? Yellow Sea Podcast, je suis votre host Ray Antonio et bienvenue sur notre nouveau plateau de tournage directement du Black Box Media et mon prochain invité. Celui-là, j'avais hâte pour celui-là. Il a écrit un livre, on va parler de fatherhood, mais aussi, c'est un entrepreneur en série. C'est un fou aussi, c'est un wow boy. Fait que j'ai juste hâte d'entendre les histoires. C'est une vedette aussi. Plus tu googles son nom, tu vas avoir tout plein de trucs. Mais j'ai hâte de vous le présenter. Vous allez voir, guys, ça va être un super épisode. Olivier Colt, what's up? What's up, dude? Merci de m'avoir, c'est cool. Hey, merci d'avoir. Je m'en allais t'interrompre et faire comme vedette, je sais pas, mais OK, I'll take it. Mais tu vois, parce que les premières fois que je commençais à voir, je suis comme, c'est qui ce gars-là? Parce qu'on dirait que genre ton nom, il sortait tout le temps comme, genre style vedette, célébrité. Il y avait quelque chose, mais où est-ce que je voyais une distinction de toi? De ma perspective, c'est que tu semblais avoir créé un nom par toi-même, mais organiquement, sans avoir passé par la machine à saucisse médiatique du Québec. Ouais, non, mais je suis pas une... c'est pour ça que j'étais comme vedette. Oui, puis non, je pense que mon nom, il pop everywhere à cause que, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. J'ai touché à bien des affaires qui ont tout le temps tombé successful. Mais j'ai pas eu besoin de passer par j'ai jamais été un influencer. J'ai jamais été comme c'est ça que je veux dire, c'est ça, j'ai jamais fait partie d'une clique d'influencers qui share leurs affaires. Puis, tu sais, comme je fais pas partie de ça, man. Ben, c'est pour ça que je trouve que, tu sais, vraiment, t'as un profil de genre qui se ressemble un peu à beaucoup d'influenceurs ici au Québec, mais qui ont passé par OD, par exemple, pour avoir cherché ce statut-là. Ouais. Puis toi, ce que j'ai remarqué, où est-ce que tu es très unique, ben, tu l'as pas fait, t'es comme genre self-made ton nom, genre, puis regarde, tu as fait des activités, puis je pense le succès, comme tu le mentionnes, c'est qu'est-ce qui t'a amené à où est-ce que tu es aujourd'hui? Yeah, c'est surtout, justement, je pense que le nom a popé avec les business que j'ai eu, tu sais. J'ai tout le temps été comme le visage de tous les business que j'ai lancés. Puis ça a tout le temps été des cool business. Fait que, tu sais, veux pas, les articles pop, pop ça, puis tu fais des événements, puis là, à un moment donné, tu commences à te faire connaître, là. So that's how I got it, je pense. But that's what's up. Ben, je suis content de t'avoir ici. Puis t'es de passage à Montréal. Fait que quand j'ai vu genre ton statut, je suis comme, yo, for sure. Genre 10 jours ici, man. That's it. So, c'est le first podcast que je fais pendant ces 10 jours-là. Fait que je suis vraiment stoked et tout. Là. Je savais même pas si j'allais en faire or not là, pendant le passage. Fait que là, quand t'étais comme, let's book it, j'étais genre, fuck yeah. Non, quand j'ai vu ça, je suis comme, for sure. Parce que je pense que j'avais déjà vu, tu sais, comme je te dis, j'ai vu ton profil. Je l'ai découvert, on venait de parler, tu sais, vraiment backstage. Juste là, on parlait genre des studios Sunday. Je suis comme, le studio, il est cool, puis tout. Puis je vois le nom derrière ça, Olivier. Fait que, tu commences à voir un petit peu plus. Tu commences à voir un peu, genre, le profil. Ouais. Mais je trouvais ça cool. Puis quand j'ai vu, comme, ça, that's a crazy white boy. That's a wild one. Fait que laisse-moi l'amener ici. Là, puis je pense que tu sais, on va avoir beaucoup de choses en commun. Puis là, surtout après avoir lu ton livre, là, j'ai commencé à dig. Je suis comme, OK, c'est nice. C'est genre cette personnalité-là. Tu sais, quelque chose que. Ici au podcast, il y a aussi podcast qu'on a tous en commun, c'est le hustle mindset. Puis je pense que c'est une personne qui le décrit très bien. Ouais. Thanks, man. Ouais, hustle a tout le temps a fait partie de mon lifestyle, je dirais, mais sans
sans que ça soit genre toxique. Je pense que souvent dans le hustle mindset, il y a bien du monde qui se perd, man. Là. Définitivement. Puis moi, c'est arrivé jeune, quand même assez jeune, où ce que tu sais, genre, tout ça, genre crashé dans ma tête, là, avec l'alcool, la drogue, le party, le ci, le ça. Des fois, justement, quand t'es dans le mindset, t'es tellement dans l'excès que tu fais de l'excès de tout. Là. Mais j'ai quand même bien géré ça jeune, ce qui fait que là, à Star, je peux quand même avoir un hustle mindset, mais d'une manière complètement différente. Je hustle mindset, c'est à la beach au Mexique. Là, mais là, tu as l'expérience aussi. Puis comme je te dis, je pense que l'idée de ce que tu viens de dire, c'est d'avoir appris toutes les choses jeunes. Puis ça, c'était genre adolescence, j'imagine? Non, ben, tu sais, mes premiers business, man, j'avais 16-17. Quand j'ai commencé à faire de la tournée avec les bands, je bookais des bands. Après ça, j'étais tour manager pour eux autres. Fait que, je travelais à travers le Canada et les États-Unis. C'est moi qui s'occupais du côté business pendant la tournée. Fait que je faisais ça quand j'étais même pas majeur pour entrer dans salle de spectacle qui jouait. Là. Fait que j'ai quand même vite compris que si tu voulais faire les affaires comme il faut, tu ne pouvais pas être wasted 24/7. Tu pouvais pas fuck up. Fallait que tu pousses, fallait que tu fasses des affaires que ça ne tente pas de faire. Puis de focus. C'est sûr que ça m'a forgé quand même assez jeune. Là. C'est bon. Ben, gars, avant qu'on rentre dans vraiment les précipices de vraiment ton background puis ton livre aussi, guys, allez checker Dad Ass, vraiment un livre sur le fatherhood dans lequel on va parler un petit peu plus tard. Juste avant, on a un segment ici que j'adore découvrir de la part de mes invités. C'est un segment de notre fier partenaire Shop Santé. Regarde, moi, j'encourage la santé à 100%. Je pense que c'est surtout si tu vas être un homme d'affaires, un entrepreneur, si tu vas avoir le hustle, il faut que tu aies une balance de vie. Il faut que tu sois sharp. Comme tu ne peux pas t'attendre à prendre une voiture puis te rendre, on va dire, un road trip jusqu'à Miami, mais avec zéro changement d'huile, zéro essence. Il faut que ça soit top shape. Puis l'être humain est pareil. Fait que ma question pour toi, c'est comment balances-tu ta vie? Tu sais, vraiment, regarde, tu as une vie qui est quand même on the fast, je pourrais dire, mais comment balances-tu ta vie d'un point de vue spirituel, physique et mental? Ben, je pense qu'honnêtement, le move que j'ai fait avec ma famille de déménager du Québec au Mexique en joue pour beaucoup là-dessus, man. Parce que pendant que j'étais au Québec, j'avais pas la même hygiène de vie que j'ai live au Mexique. Puis j'étais autant productif. Je suis autant productif au Mexique que j'étais ici, mais pourtant, on dirait que je travaillais vraiment plus. Je pense que c'était the whole energy around the house was different quand on était ici au Québec. Au Mexique, mes enfants, ils vont à l'école, parce que c'est comme une école Waldorf, fait que c'est à moitié, ils vont à l'école, à moitié, on fait du homeschooling. Mais ils arrivent à l'école à 9 h le matin. Fait que on se lève à 6 h30, j'ai de 6 h30 à 9 h le matin avec mes enfants. Je passe du temps de qualité, je suis pas dans le rush, jamais le matin. Fait que c'est comme déjà une balance. Je pense que c'est une des affaires, man, que la plupart des familles, tout le stress familial, puis tout commence, ils se réveillent, ils sont dans grind mode direct. Ils se réveillent, c'est comme, OK, on a genre 15 minutes pour déjeuner, habille-toi, mais aussi on décalisse. Ça va dans le trafic, tu sais. Moi, j'ai un 2 h30 le matin, slow. Après ça, je vais porter mes enfants à l'école. Après ça, je m'en vais au gym, je prends mon temps. Je dîne, il est genre midi. Je travaille de midi à 1h30, je vais chercher mes enfants à 1h30. Fait que tu sais, j'ai comme 1h30 seulement où je suis comme laser focus, je fais mes affaires. Fait que en ce moment, j'ai vraiment une bonne balance de family time, me time que je prends avec mon gym, tout le kit. Puis après ça, je fais genre, tu sais, work time, puis vraiment un bon hustle de 1h30, 2h max. Puis après ça, je passe encore du temps avec ma famille. Puis le soir, je prends du temps pour décompresser, juste à ma méditation, breathwork, tout le kit. C'est vraiment une bonne balance live. Là. Super cool. J'aime la réponse parce que, tu sais, drôlement, j'ai un autre invité, par exemple, Ray Jr., puis lui, il est en train de bâtir des complexes. Puis son complexe, il est là pour faire rentrer toutes les générations, que la grand-mère soit là, la famille soit là, les enfants soient là, que tout soit prêt. Puis justement, son argument, c'est qu'on est tout le temps dans le grind. Fait que, vraiment, tu n'as pas le temps. Mais OK, va laisser chez les grands-parents qui sont juste à la bâtisse à côté. Puis honnêtement, tu sais, ce mode de vie-là, de tout le temps être, genre, regarder l'horaire comme « Oh, fuck ». Non, mais en plus, ce qu'il dit, c'est tellement smart parce que c'est quelque chose que, en déménageant dans une société, tu sais, au Mexique, qui est vraiment plus familiale que ce qu'on est au Québec. Là. Au Québec, on a complètement perdu ça. Là. Puis je pense que c'est là-bas, tu le vois, les grands-parents, ils habitent souvent ou sont dans la même maison ou sont à côté ou whatever. Tu sais, la famille est très présente pour s'occuper des enfants. C'est vraiment toute la famille élargie qui s'occupe des enfants qui sont jeunes. Puis ils passent beaucoup de temps ensemble. Puis c'est pas juste bénéfique dans le sens que les parents peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Puis ils passent du meilleur temps de qualité avec les enfants parce qu'ils ne sont pas stressés quand ils sont avec. Mais c'est aussi, j'ai l'impression qu'au Québec, vu qu'on a perdu ça, on a perdu le contact avec nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, puis la famille élargie. On est juste moins smart, dude. C'est cave, mais tes grands-parents peuvent t'en apprendre tellement sur la vie qui n'est pas quelque chose d'école. Tu sais, ton grand-père, il a fait un job que ton père n'a pas fait.
Il y a des expériences que ton père n'a pas faites. Ta grand-mère a fait des affaires que ta mère n'a pas faites. Fait que, tu sais, quand les générations avant, je pense que les enfants se faisaient beaucoup plus watcher par les grands-parents. Puis ils s'assisaient, puis c'était story time à grand-maman. Puis elle parlait, puis elle parlait. Puis même Ça, que c'est vrai. tu as 4-5 ans, puis ça rentre, l'information rentre. Puis c'est des affaires que tu apprends, puis des valeurs que tu apprends qu'on n'apprend plus, man. Je me souviens même pas d'avoir été assis avec mes grands-parents vraiment pour parler, man. C'est comme, il n'y a plus ça. On passe plus de temps avec nos grands-parents. Quelque chose que je trouve plate ici, tu sais, vraiment cette mentalité-là, tu sais, dans les Latinos, c'est vraiment pas comme ça. Peut-être cette génération va commencer à adapter ce genre de culture-là, mais tu sais, c'est genre envoyer tes grands-parents genre à une maison d'aînés, là, des résidences, là, ça, c'est quelque chose qu'on est tellement contre. Puis je trouve ici, c'est comme, ben on va en bâtir, on va en faire plus, tu sais, c'est vraiment les résidences. On normalise à ce fuck, là. Puis tu sais, des fois, t'as pas le choix, là. S'il y a comme un côté médical, puis tout, puis tu peux juste comme pas... Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable non plus de s'occuper de quelqu'un malade, on s'entend. Là. Si tes parents deviennent malades, ils ont besoin d'assistance, puis même, tu sais, t'as pas le temps ou t'as juste pas les fonds ou t'as pas le skill set, ça prend un certain skill set. Fait que je pense que, tu sais, ça devrait être un dernier recours, de mettre tes parents dans une hospice de petits vieux, man. Tu sais, comme... Normalement, t'as une chambre de plus, emmène-les là. Puis le pire, c'est qu'ils vont vivre une meilleure vie. Tu vas vivre une meilleure vie. Il va y avoir une meilleure ambiance dans la maison au complet si... Il y a des aînés dans la maison pour aider, puis ils emmènent un genre de knowledge puis de réconfort que tu n'as pas sans aînés. Là. 100%. Puis, tu sais, là, tu sais, genre, une nouvelle qui vient de m'arriver, puis justement, ça tombe tellement bien avec. C'est pour ça que je voulais pas attendre jusqu'à temps que tu reviennes. Je voulais le faire maintenant parce que c'est frais vraiment dans mon mode de vie. Mais, tu sais, j'ai un nouvel enfant qui vient de naître. Yes, congrats, man. Thanks. Puis, tu vois, genre, pendant les derniers jours, là, genre, les grands-mères étaient là, puis... Ça me permettait d'aller faire des choses. Puis, hier, je sais que, tu sais, vraiment, il y a une grand-mère en train de cuisiner, l'autre en train de faire nettoyer, l'une s'occupe de la petite fille, tu sais, puis tout ça. Il y avait cette dynamique-là. Puis, je me dis, comme shit, tu sais, un petit peu plus de temps libre, tu sais, pour nous, tu sais, vraiment, peut-être focus à, OK, il faut que je fasse sur d'autres entretiens, tu sais, dans la maison, des trucs comme ça. Parce que des choses que tu voudrais pas faire avec tes enfants autour nécessairement, tu sais, aussi, c'est une des choses que je trouve qu'on fait trop, puis qu'il y a beaucoup de parents qui font trop. Puis, des fois, ils n'ont pas nécessairement le choix, mais encore là, c'est même tes choix de vie, mais beaucoup de nous autres travaillent devant nos enfants. T'sais. Des choses qu'on ne devrait pas faire devant nos enfants. C'est très toxique. C'est très toxique. On est sur nos téléphones, le laptop. J'ai juste besoin d'envoyer un courriel vite. Mais tu sais, c'est juste ces 5 minutes-là. Dans la perception de l'enfant, c'est comme, il n'est pas important, c'est work is more important. Mais si il y a des aînés autour, il ne te reverra même pas. Il ne te verra même pas faire ça parce que tu vas pouvoir prendre ton temps et ton espace puis partir de la pièce pour faire de quoi? Tu sais, le cliché là, des pères là, man, qui vont sur le bol de toilette pendant 25 minutes le matin là, pour genre. Ben, tu sais, si t'es pas en train de doom-scroller et t'es juste en train de genre répondre à tes courriels puis le kid, man, va te cacher en toilette. Yes. Fais ça, tes enfants vont jouer tout seuls, fais-les pas devant eux autres. C'est comme, mais là, je veux pas que mes enfants. Laisse tes enfants tout seuls, ils sont mieux d'être tout seuls que tu sois devant eux autres sur ton téléphone. Ils sont vraiment mieux de même. C'est vrai, puis je peux te dire que, tu sais, je me sens mal parce que. Je suis pas mieux, tu sais, vraiment, j'ai pas ce meilleur exemple-là que je montre à ma fille, par exemple. Tu sais, des fois, c'est sûr qu'on est devant l'ordi parce qu'on est tout le temps sur grind. Mais par contre, quelque chose que, tu sais, on se force à faire, c'est que, tu sais quoi, on va passer du temps ensemble, puis je vais juste me sacrifier après. Dès que tu t'endors, j'embarque sur l'ordi, puis tout ça. C'est plate, mais c'est ça qu'on doit faire, man. Parce qu'on vit dans une société de même, dude. L'avant, c'était pas ça, puis tu sais, t'as pas un 9 à 5, là. Ouais. Tu sais, les gens qui ont un 9 à 5, ils ont cette flexibilité-là de pouvoir arriver à la maison, crisser leur téléphone dans le coffre à gants du char, à la limite, là, puis de ne pas avoir rien. T'sais, ils n'ont pas aucune responsabilité quand ils viennent à la maison autre qu'être avec leurs enfants. Ça, c'est crissement precious, mais quand tu veux bâtir de quoi pour le long term, puis tu es sur le hustle mindset, justement, puis tu as des sacrifices à faire, tu sais que c'est 24/7. Ce que tu as à faire, tu as besoin d'être available 24/7, mais tu peux juste pas avec des enfants, fait qu'il faut sacrifier ce temps-là, man, que quand les enfants sont couchés, ben tu peux pas te coucher tout de suite, man. Mais tu vois, genre les enfants, c'est un investissement aussi. Fait que si tu veux avoir un investissement qui va fructifier, il faut que tu investisses dessus. T'sais, moi, j'ai pris l'habitude aussi après la garderie, je m'en vais tout le temps, genre, je l'amène au parc. S'il fait beau, je l'amène au parc par défaut. Yeah. Qu'est-ce qui est un peu bizarre, c'est que je suis comme le seul père. Il va y avoir tout plein d'enfants, puis je suis comme le seul père là avec son kid. Puis tous les autres, tous les enfants sont comme libres sur l'eau. Puis je trouve ça cool, oui. Mais je suis comme, shit, y a-tu vraiment un autre père disponible? Ouais, non, c'est fucked up. Fait que je trouvais ça bizarre, tu sais, c'est comme, c'est-tu moi qui est peut-être trop genre hélicoptère sur le kid ou c'est... Non, man, je pense que c'est juste aussi...
moi, je trouve ça fucking cool parce que ça m'arrive souvent aussi. Là, des fois, quand j'habitais au Québec, mettons, j'allais comme au iSoat ou whatever avec mes kids. Puis je suis le seul comme dad qui jump sa trampoline. Puis je suis comme, tu sais, les autres parents autour, les autres mères, ils se disent quoi? Genre, qu'est-ce qu'il fait là, ce dude-là? Y a-tu des enfants ici? Tu sais, on a cette affaire de société-là, c'est un peu weird de voir un gars tout seul. C'est fou que tu dis, là, iSoat, j'ai été genre la semaine dernière. Puis sur la centaine d'enfants, il y avait moi puis un autre dude. Ouais, on s'est regardé. En plus, tu sais, je suis en train de sauter, là, comme je devrais pas être là. Je réalise que je commence à être plus vieux. Je devrais pas sauter. Les genoux sont comme fuck. Ouais, mais ma fille, elle veut que je sois là, puis je suis là. Puis, tu sais, je saute, puis je regarde, tu sais, vraiment dans les benches, comme tout plein de pères assis sur leur selle, grosses bédaines. D'autres des mères aussi, tu sais, comme t'as un surplus. Puis je vois un autre père embarqué. Quelque chose. Puis il m'a regardé, on s'est regardé, puis on a compris comme, ouais, on est comme les seuls ici. Puis quelque chose que je pourrais dire de lui, il était en bonne shape. Puis je suis comme, tu sais, tu commences à voir certaines corrélations sur vraiment peut-être un parent qui veut peut-être en donner plus, puis peut-être les autres, comment, vas-y, gars, je t'amène ici, genre, laisse-moi niaiser sur mon téléphone. Il y a un dude qui était en train de checker la game de soccer, puis en train de dire, hey, vas-y, il donnait l'argent, puis lui, il était sur son sel en train de checker le soccer. Là. Nous, rendu à point que tu fais, genre, dude, achète-toi un chien, man, au lieu d'avoir des enfants, c'est pour ce que tu veux faire, man, parce que c'est un peu ça, puis. Tu sais, on parlait avec Shop Santé de ton segment sur justement les habitudes de vie et tout, mais c'est vrai de ça aussi. Si tu te laisses aller en tant que parent, là, quel genre de style d'exemple tu montres à tes enfants? Quand man, on a des enfants, je sais pas, t'as quel âge, je vais dans ta trentaine, genre. Bon, ouais, je suis 31, moi. Puis quand je vois des parents qui sont pas capables de jouer au soccer à 40 ans, genre sur le terrain avec leurs enfants, ils ont la misère à courir, la misère à kicker, ils ont mal dans le dos, je suis comme, hey, tabarnak, dude, t'as pas 82, là. Genre, pour toi et ton enfant, tu dois te tenir en forme, tu dois avoir un meilleur hygiène de vie, puis tu dois montrer cet exemple-là, man. C'est dégueulasse de voir ça. Là. 100%. Puis ça, c'est quelque chose aussi que j'essaie d'encourager beaucoup dans les messages. C'est pour ça que je suis fier d'avoir un partner comme Shop Santé, parce que moi, ça me pousse même à pousser le message. Puis d'autres personnes le voient, je suis comme, peut-être je devrais commencer à me lever le cul, tu sais. Ouais. Genre, je cours tout le temps, puis je montre mes stats publiquement pour que le monde voit. Je suis comme, regarde, tu vois, les stats s'améliorent avec le temps. Ah ouais. Mais puis je vieillis aussi, là. Je suis comme, il n'y a pas d'excuse de je suis trop vieux pour ça. Fuck that. Je suis trop vieux, ou je suis trop occupé, ou je suis trop ci, ou je suis trop ça. C'est comme dude, man. En plus, t'as un enfant. L'enfant, il y a de l'énergie, il y a une batterie, là, 24/7. Elle est tout le temps à 100%. Fait que t'as aucune excuse pour pas bouger. Parce que si tu veux passer du temps avec ton enfant, tu peux bouger. Trouve de quoi ce qui va bouger, puis tu vas bouger avec, puis tu vas être chill. De l'envoyer bouger, c'est pas ma affaire que de toi aller bouger avec. Définitivement. Fait que, guys, vous avez compris. Sortez vos enfants, puis mettez-vous en shape, s'il vous plaît. Yeah. Quelque chose que je dis, si tu veux pas te mettre en shape pour toi-même, fais-le pour tes enfants. 100%. Fais-le pour pas crever à fucking 70, man, puis avoir genre le diabète, le ci, le ça, whatever, parce que t'es pas capable de bouger ton cul, man. Mais tu vois, c'est pour ça aussi, des fois, on parle beaucoup dernièrement, je suis plus vocal sur ça, mais sur le body positivity, puis je suis comme, yo, fuck that. Tu vas encourager vraiment à manger de la merde, puis accepter que t'es rond, puis que t'en fais du surplus. Fuck that. Il y a juste rien de santé avec ça, puis c'est même pas comme, tu sais, si tu trouves que tu look good, tant mieux pour toi, man, it doesn't matter, but you look sick. Puis c'est l'affaire, c'est que t'es sick, t'es malade, genre, t'es pas supposé. Tu sais, toute la merde que tu manges, genre, c'est toxique. Puis après, tu donnes ça à un enfant, tu sais, man, le nombre d'enfants que j'ai vu depuis que j'ai des enfants qui sont, genre, vraiment trop gros, man, pour leur âge, là. Je suis comme, c'est pas normal, nous, ces enfants-là, ils sont supposés courir, ils sont supposés tout. Tu sais, man, un enfant, t'es quasiment supposé comme avoir de la misère à le nourrir autant qu'il en a besoin, genre, parce que ça. Surtout, moi, j'ai 2 petits gars, man, puis ils courent dans le jungle constamment, man, mais je les nourris en tabarnak, ils mangent comme des bodybuilders, man, ils mangent genre une proportion de carbs, de fats, de protein, leurs greens, genre, all day, en malade. Puis j'ai quand même de la misère à leur faire prendre de la masse, même parce qu'ils en dépensent tellement d'énergie. Je suis comme ça, c'est un enfant en santé, man. C'est comme un enfant qui bouge, qui a de l'énergie. Mais quand ton enfant, il est pas capable de bouger, pas capable de faire l'énergie juste comme toi, parce qu'il mange comme de la marque comme toi, fait qu'il veut juste écouter la TV puis rien faire, dude, c'est pas positif. Il n'y a rien de positif là-dedans. Là. Je me demande si la DPJ a déjà intervenu sur un enfant qui t'obèse. Je pense pas, man, parce que la DPJ. Je pense que la DPJ, c'est un des plus gros scams de notre fucking société, man. Le monde qui travaille là-bas, tu sais, je pense que, tu sais, la plupart. Ils ont des bonnes intentions at heart, mais ils font partie d'un système de marde, man. Ils font partie d'un système géré par un gouvernement de marde qui ne veut pas vraiment aider tes enfants. Là. Non. Si la DPJ est prête à payer quelqu'un pour venir chercher un enfant chez vous parce que tu veux pas le faire vacciner ou tu veux pas qu'il aille à l'école pour certaines affaires ou whatever, puis que la DPJ va venir prendre l'enfant de toi, ils ont clairement pas bien de l'enfant
at heart. Là. Ils ont bien du gouvernement, puisque le gouvernement, il veut passer comme message, puis that's it. Ouais, exactement. OK, ben regarde, comme tu dis, ça passe super bien, cette conversation, mais je veux en découvrir un peu sur toi avant. Yeah. Ton enfance, c'était comment? T'étais-tu vraiment dans un environnement? Parce que quelque chose que j'ai appris de toi, vraiment surtout du côté de ton livre, c'est que le fatherhood, on dirait que t'es allé le chercher quand même assez jeune, une volonté que tu voulais. Mais c'était-tu quelque chose que tu as grandi même dans un environnement comme ça? C'était-tu chaleureux, affection, puis tout? Ou c'était vraiment le contraire, puis tu dis que je veux compenser pour le manque que j'ai pas eu? Ouais, on dirait que c'est un mix des deux, man, parce que je viens pas d'une famille complètement détruite. Je viens pas de genre comme, tu sais, mes parents sont pas séparés. Je viens pas d'une famille où j'ai été délaissé, whatever, zéro de ça. J'ai un frère, on a une famille comme, j'appelle ça une famille Canadian Tire. On est 3 enfants, 2 parents, un chien. Dans la région, le gros terrain, tu comprends? Canadian Tire poster, le genre classique. Fait que je viens de tout ça à la base, mais quand même dans une famille, je dirais classique de ces années-là, où ce que mes parents partageaient pas leurs sentiments vraiment, cachaient leurs sentiments des enfants. Mes parents ont jamais été vraiment, du PDA. Je pense que j'ai vu mes parents s'embrasser même peut-être 8 fois en 10 ans. C'est genre comme, rien de ça. Fait que comme l'amour entre 2 adultes, t'es pas vraiment montré. Genre tabou. Ouais, tabou. Tu sais, des je t'aime, mon père me le dit plus souvent là qu'il me le dit quand j'étais jeune. Tu sais, je pense qu'il a réalisé avec le temps qu'à un moment donné, tu peux dire ça. Là, moi, j'ai commencé à donner des câlins à mon père récemment. Parce que j'étais comme, dude, fuck ton handshake. Là. Tu sais, genre, j'arrive chez vous, man. J'habite plus chez vous parce que j'ai genre 18, 19. J'arrive chez vous et tu me donnes un handshake, dude. J'étais pas en train de me vendre un char, là. Comme hug, là, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à essayer d'amener ça à mon père, mais je pense que lui, il vient aussi d'un environnement avec des parents qui parlaient pas, qui démontraient pas d'émotion, puis ci, puis ça. Fait que j'ai juste grandi là-dedans un peu, puis moi, j'étais comme... J'ai tout le temps voulu avoir des enfants. J'ai tout le temps trouvé que c'était quelque chose de vraiment cool puis important. Puis je me suis dit, moi, quand je vais avoir des enfants, je vais être un fucking dad qui est là, man. Puis je changerai pas pour mon kid. Tu vois, je vais comme être la personne que je suis, puis je fais pas comme je peux plus montrer mes émotions, je peux plus être comme ça, je peux plus. Non, dude. Je vais tout faire ça, mais avec mes enfants. T'sais. Est-ce que tu vois-tu la relation de ton père avec tes fils différents que lui envers toi? 100%. Je pense que mon père a eu quand même un bon growth comparé à qui était comme father figure. Qu'est-ce qui est commencement comme grand-père. Je pense qu'il y a aussi beaucoup moins de pression. Mes parents, ils ont souvent déménagé, ils ont changé de job quand même souvent, puis on était quand même 3 enfants, puis on vivait comme correct, tu sais. Fait que je pense que, mon père, c'est quelqu'un qui stresse beaucoup monétairement. Et c'est pas la mentalité à avoir, là. Moi, j'avais pas dire au monde, dude, si tu stresses avec l'argent, t'en auras jamais. Fait que, mais mon père était comme ça. Il était tout le temps comme stressé, puis ci, puis ça. Fait que tu peux pas jouer au hockey, ça coûte trop cher pour faire ça, ça coûte trop cher. Fait qu'il était tout le temps comme dans ce mindset-là. Puis là, en tant que grand-père, il n'y a plus ce mindset-là. T'sais, là, ça ne dérange plus de comme pogner mes gars puis les amener faire une activité. Puis ça coûtera 100$ les amener au fucking, justement, iSoul. Ça coûte cher en esti, ces affaires-là. Mais ça ne dérange pas d'emmener les enfants là ou dans une autre activité comme ça parce qu'il va en profiter. T'sais. Mais quand on était plus jeune, c'était pas de même. Ouais, les mentalités, je pense qu'ils shiftent. Mais c'est drôle aussi comment nos parents sont totalement différents avec nos enfants. Puis j'ai grandi aussi dans cet environnement-là où est-ce que c'était froid. Genre, on dit les vraies choses. Les latinos, là, ils vont être froids avec leurs enfants, mais avec les petits-enfants, là, c'est une autre chose comme yo. Pourquoi tu m'as pas donné cet amour-là? J'en avais besoin. Ouais. Et peut-être c'était bon que ce soit comme ça, parce que je pense que de retour, j'ai une affection pour mes enfants que genre je recevais jamais, peut-être à la part de ma mère. Ouais, ben moi aussi, toi, c'est la même chose aussi. Comme quand j'étais jeune, jamais, mettons que j'aurais eu peur dans mon lit, j'avais peur, un cauchemar, whatever, jamais j'aurais appelé mon père. J'aurais jamais broyé dans mon lit à 5 ans, puis papa, comme jamais. Jamais. Ça aurait été tout le temps ma mère. Sois un homme de toi-même. Ben, non, même pas. Je pense que mon père ne serait juste pas levé. Oh ouais. Genre, il a fait qu'on va te coucher. That's it, t'sais. Mais, là, moi, mes enfants, ils m'appellent. Puis moi, c'est quelque chose qui me rend fier. Je suis comme, hey man, ils veulent moi. T'sais. Genre, ils veulent papa. Ils savent que papa, il peut aussi donner de l'affection, puis d'être présent, puis de les réconforter. C'est pas la job de juste maman. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu parce que justement, peut-être, j'avais pas ça quand j'étais jeune. Fait que oui, dans mon enfance, ça m'a formé définitivement à être comme quelqu'un qui voulait être là pour ses enfants. T'sais. Non, c'est bon. Ben, tu vois, je pense que ça va être un excellent épisode. Bon. Durant ton adolescence aussi, genre, t'étais wow, ce que je vois aussi. T'étais commencé à consommer genre un peu de tout, de tester. Yeah.
C'est quoi qui t'a amené là? C'est-tu tes influences? C'est-tu genre la curiosité? Puis aussi, vraiment le parcours que tu as pris, vraiment à être un genre gérant pour les bands, pour les bands de métal. Ouais, ouais, mais tu sais, moi, honnêtement, j'ai passé de nerd à plus la scène emo metal, genre de même. Tu comprends? J'étais un nerd quasiment toute ma vie. Quand j'étais vraiment jeune, j'étais un peu sporty, mais plus nerd. J'étais comme à l'école internationale parce que j'avais, mettons, des meilleures notes, tout le kit. J'étais vraiment, sur l'heure du dîner au début, les 2-3 premières années du high school, je jouais soit au ping-pong ou je jouais à RuneScape, genre dans la classe d'ordi, genre avec mes amis. Vrai nerd. C'est genre vrai nerd. Comme, je faisais pas partie des cool kids, mais parmi les nerds, j'étais plus cool. Puis cool. Ouais, puis après ça, j'ai commencé à avoir vraiment un intérêt pour les filles, tu sais. Puis là, j'ai commencé à pogner avec des filles qui étaient cool. Fait que là, ça a switché complètement. Bang! Là, j'étais allé all-in de comme, dude, fuck les nerds, man. Moi, je suis pas avec les filles. Fait que là, tout a vraiment switché, tu sais. Mon style a switché. J'ai commencé à triper sa musique vraiment plus heavy. J'ai commencé à me tenir avec du monde complètement différent à l'école. Puis ça m'a crissement ouvert comme personne parce que j'étais quelqu'un de vraiment comme introverti. Puis ça m'a vraiment aidé à faire plein de choses. Puis ça c'est un côté vraiment positif. Mais l'autre côté négatif, c'est que j'ai été aussi entouré de bien du monde qui consommait, qui n'avait pas nécessairement le meilleur respect familial pour leurs parents, puis tout le kit. Fait que, je faisais des affaires comme... je partais avec des bands, mettons, moi, j'avais 16 ans, puis je parlais avec un band américain, mettons, qui était en tournée. Puis là, il était comme, on a besoin d'un gars pour faire la merch pendant nos dates au Québec. J'embarquais dans la van, je le disais pas à mes parents, puis je décollissais pendant 4 jours. Là. Les parents appelaient la police, il est où? On sait pas, il est où? Il passe pas, puis là, je revenais à la maison. J'étais comme, j'étais juste en tournée avec tel band. Des gars de 35 ans, man, puis toute l'équipe qui font de la poudre au soir, puis moi j'avais 16 ans, puis j'étais juste comme parti. Est-ce que ça passerait bizarre, ça, aujourd'hui? Même dans ce temps-là, man, tu sais, mais je pense que mes parents étaient vraiment comme. Tu sais, mes parents viennent de la région, tu sais, fait qu'ils ont jamais pensé, ever, que ça pouvait arriver. Tu sais, d'avoir. Puis ma soeur est full, genre, role model, genre, après mes parents à côté, tu sais. Puis moi, j'étais juste comme rebelle as fuck. Je pense qu'ils savaient zéro quoi faire. T'es-tu l'enfant au milieu? Ouais. Ah, tu vois. C'est ça. Ça explique un peu tout. Puis en plus, je suis Aries, tu sais. Je suis bélier, l'enfant dans le milieu. Fait que j'ai tout le temps juste fait ce que je voulais faire. Je me suis tout le temps comme calissé. Puis j'ai tout le temps été un rebelle. J'étais encore un fucking rebelle. Fait que je pense que mes parents n'ont jamais su comment dealer avec ça. T'sais, mes parents n'ont jamais fait de drogue, n'ont jamais rien fait. Je pouvais fumer du pot dans leur face, ils ne savaient pas qu'est-ce que ça sentait. Oh shit. Fait que il n'y avait pas de contrôle sur moi, aucun. Puis j'en ai profité en esti. Trop. Puis, fait que là, t'es allé en tournée à Québec avec un band. Partout, je faisais tourner partout. Tu sais, moi, dans le fond, je voulais ma vie, quand j'ai commencé à pogner avec les filles, justement, puis j'ai embarqué dans cette scène-là, puis tout, tu sais, je jouais un peu de guide, puis j'étais comme, moi, je vais être une rockstar, man. That's it, je vais être une rockstar. Ah, une rockstar. Mais j'avais le look et tout dans ce temps-là pour comme. Mais j'avais pas le talent, man. Genre, je suis pas bon musicien, je suis correct, pas bon. J'ai eu des bands. J'ai joué de la bass parce que c'était plus facile que la guide. J'ai joué de la guide dans une couple de bands, mais j'ai jamais été comme vraiment genre le meilleur du band. J'étais juste comme. Fait que j'étais comme, il y a quelque chose d'autre qu'il faut que je fasse. Fait que j'ai commencé à faire plus le côté PR, management. Puis là, je me suis comme créé ma propre compagnie à 16 ans. Je commençais à hit up des bands dans ce temps-là. C'était plus comme Facebook, MySpace. Fait que j'écrivais à des bands, puis j'étais comme, hey, moi, je peux vous aider à avoir des shows au Québec et en Ontario. Et je commençais à écrire à des bands américains. Puis après ça, je contactais des promoteurs dans plein de petites villes. Puis je bookais des tournées. Puis j'allais en tournée avec eux autres pour m'occuper de la business de la tournée. Fait que c'était ma façon d'être une rockstar sans jouer dans un gros band. T'sais. Fait que c'est le genre le hustle genre, derrière qui est en train de se développer. Parce que déjà, juste closer, tu sais, admettons, genre des dates, c'est déjà comme. C'est quelque chose. Même à ça, d'où j'ai organisé ma tournée pour mon livre. Puis j'étais comme, Chris, man, je trouve ça plus tough faire ça live que ce que. Dans le temps, man, j'étais 100% là-dedans. J'étais comme, moi, je vais booker des tournées. D'où je passais j'appelais plein de monde. Hey, man, j'ai tel band. Tu sais, je leur prenais des bonnes garanties. Ils faisaient du gros cash plus que ce qu'ils faisaient aux États-Unis pour jouer dans des petites villes de marde, genre Belleville en Ontario. Mais j'étais capable de convaincre le promoteur, hey, man, tu dois payer 1500$ pour cette band-là. Et ça va être plein. Ça va être, tu sais. Puis j'étais capable de le faire. Puis j'avais genre justement 16-17. Nice. Puis quand je commençais à faire la tournée non-stop. Après ça, tu sais, aussitôt que j'ai fini le high school, j'ai commencé à faire du 9 à 10 mois de tournée par année avec des bands. Puis il y en a un que j'ai fini par joindre. J'ai joint dans le band, j'ai commencé à jouer de la bass pour le band parce que grosse affaire, man. Tu sais, un band de drogués, là. Fait que comme des fights qui arrivent à tout bout de champ. Puis il y a un fight qui est arrivé, le bassiste a cassé son camp et il a mis la tournée. Puis on dit, d'où t'es capable de jouer, toi? J'étais comme fuck yeah. Fait que j'ai comme embarqué.
j'ai commencé à jouer avec eux autres. Fait que là, je vivais mon rêve de rockstar, tu sais, à genre 19 environ. Ouais. Dope. Puis j'ai fait un couple de mois de même avec eux autres jusqu'à temps qu'après ça, tout a switché. Puis je l'ai écrit dans le book, tout a switché parce que j'ai commencé à couper les cheveux en tournant avec cette band-là. Puis à rencontrer plein de monde. Puis j'étais comme, dude, I'm just gonna be a barber now. Tout lâché ça. Puis, fait que dans le fond, aussi ça, dans le livre, tu sais, je lisais ça, je suis comme, tu sais, t'as commencé à faire du barber pour justement faire un peu de cash on the side pour payer, genre, tu sais, vivre, là, un peu, là. La bouffe, man. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, où est-ce que je te rejoins? Puis t'avais quel âge? 19, 20? 19. Quand j'ai commencé à couper les cheveux, j'avais fin 19. Ouais, fin 19 environ. Ben, j'ai commencé à couper des cheveux aussi à 19. No way. Pour les mêmes raisons. Ben, l'une des raisons, c'est que le barbershop, il était trop loin. Je suis comme, yo, je peux pas prendre 1h30 de bus parce que ça, dans le temps où il n'y avait pas de métro à Laval, j'habitais à Laval, il n'y avait pas de métro à Laval. Ouais. Je suis comme, yo, il faut que j'aille à Montréal-Nord, genre, je sais pas, une coupe de cheveux. Fuck that. Fuck that. Genre, j'allais faire une job de paysagement pendant 3 semaines, j'ai presque perdu un pied, mais j'ai acheté un clipper, puis yo, les week-ends, dans les escaliers d'un gym, là, je coupais. Fait que tout le monde qui marchait, je suis comme, oh shit, yo, peux-tu me faire une chasse? Fait que yo, ça s'en venait. Ouais, nice. Dude, c'est same hustle. Ça a été pareil pour moi. Dude, au début, c'était les bands avec qui on était en tournée. J'étais comme, hey, dude, j'ai un clipper, je peux. Tu sais, la part des gars, c'était mini-fade ou whatever, puis c'était dégueulasse ce que je faisais. C'était vraiment dégueulasse. Mais tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas full. Les réseaux n'étaient pas comme c'était là. Il n'y avait pas autant de selfies et tout le kit. Fait que là, les gars, ils savaient pas que ça lookait comme de la merde. Fait que tu sais, je coupais ça, puis là, à un moment donné, j'étais quand même, je peux faire du cash avec ça. Fait que là, j'ai installé un petit tabouret à côté de la table de merch. J'avais un signe, genre 5$ la cote. Puis là, des fois, il y avait des fans du band qui étaient comme, oh man, je vais me faire couper les cheveux par le bassiste. OK, let's go. Fait que là, j'ai coupé les cheveux, 5$, bang, bang, bang. Fait que là, tu sais, des fois, je faisais 20$ dans ma journée, mais sans ça, je faisais juste 5$ par jour dans ce temps-là dans le band pour manger. Ah, shit. Fait que, tu sais, on avait tout un $5 per diem. Fait que c'était 5$ par jour, no matter what. Fait que, tu sais, dude, on s'entend, après un energy drink, il te reste 3$. Fait que là, des fois, j'avais des 20$, là, je ballais, là. Fait que là, j'achetais, mettons, pour 10$ de weed, puis je gardais 10$ pour manger. C'est pas mal ça, tu sais. Yeah, je me souviens, moi aussi, je pense qu'il y avait des journées que je faisais peut-être 80$. C'est peut-être 100$ sur un top. Ça, c'est huge pour moi. Sur un week-end, là, genre, dans le club, boum, dépensé. Ah ouais, mais même quand j'ai commencé à couper les cheveux dans un barbershop, j'ai ouvert mon propre barbershop en partant dans un salon de tatou à Saint-Hyacinthe. Fait qu'il y avait comme un back room. Puis je me faisais tatouer là, puis les gars ont dit « Ah, tu peux payer 300$ par mois, puis t'installer là. » Fait que là, j'ai acheté une chaise, j'ai tout fait mes affaires, puis j'ai commencé à prendre des clients là, mais je chargeais genre 10$ la coupe. J'avais quoi, 2-3 clients par jour. J'avais de la misère à payer le local qui était là. Fait que dans ce temps-là, je volais de la bouffe pour manger. Puis quand j'avais de l'extra, j'étais comme, au lieu de prendre cet extra-là pour acheter de la bouffe, au lieu de voler, genre à l'épicerie ou IGA ce matin-là, j'allais à Sac puis j'achetais de la bouffe à la place, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, les décisions de cave, là. Regarde, parce que moi, j'ai un clip aussi, là, où est-ce que, tu sais, genre, je parle d'une anecdote où est-ce que j'avais pas d'argent. Fait que j'allais au Maxi boss la bouffe. Dude, moi, j'avais à Saint-Hyacinthe où ce que j'habitais, puis en chemin vers le barbershop, il y avait 4 épiceries. Fait que chaque jour de semaine, je switchais d'épicerie. Je commençais avec le métro, mettons le lundi, le mardi, je bossais au IGA, le mercredi, je bossais au Provigo, puis ça, je bossais au Spicy. C'était comme bang, je faisais ma la tournée, là. Ouais, fait qu'au moins, c'était pas comme tous les jours, tous les matins, le même gars se pointe avec son sac à laptop. J'avais un genre de sac à laptop bandoulière, genre. Fait que tu sais, je me penchais, mettons, puis je volais comme 3 cannes de thon, paf. Tu sais, pour moi, 3 cannes de thon, d'où j'ai 3 repas. Ah, ça, c'est facile. C'est facile, là. Fait que tu sais, comme je bossais des affaires, tu sais, comme j'ai jamais bossé pour comme 50$ de bouffe, mais tu sais, un petit sandwich là, paf, tous les jours. Fait que tu sais, mais vu que j'étais pas là tous les matins, j'avais fait pogner, tu sais. Je me suis fait cut avec une poitrine de poulet. Aïe, aïe. Ça là, était drôle. Ah non, c'est toute froide, là. T'es comme... Ah non. Moi, j'ai été chanceux. Je me suis fait cut à voler, man, une fois, puis c'était au Simons, dude, genre, vraiment câble. J'ai genre busté un T-shirt parce que je m'en allais sur une date, puis j'avais rien à porter. J'ai busté un T-shirt en chemin vers la date, puis je me suis juste jamais pointé à la date, là. Parce qu'ils m'ont emmené dans le back room, puis là, on va appeler la police, puis j'étais comme... S'il te plaît. Ah ouais, c'est ça. Je pense que j'ai redonné le T-shirt. Ils m'ont dit que j'avais plus le droit d'y aller. Puis that's it. Ouais, c'est bon. Ben, regarde. J'étais quand même pas pire. Mais c'est bon. Ben, intéressant les liens en commun que je Barbering, voler dans les épiceries. C'est comment que... What's next? Yeah. OK, ben... Fait que là, genre, quand t'as fait le barber, t'as été dans une shop. C'est à quel moment que t'as commencé à... Tu t'es dit, fuck that, je m'en vais à mon spot? Ben, quand je coupais dans mon spot au barbershop, au tattoo shop, je veux dire, puis j'avais mon petit spot, ça n'a pas été long que online, j'ai commencé à pogner beaucoup de traction. I don't know why. Pour vrai, ça a été vraiment comme un blessing. Je pense que les réseaux sociaux ont commencé à exploser. J'avais quand même une bonne game de réseaux sociaux. Je postais des coupes comme régulièrement avec des bons captions, blablabla. Okay. Fait que j'ai commencé à attirer beaucoup de visibilité dans le monde du barbering.
sais, c'était encore starting, tu sais, c'était plus une affaire de communauté, justement, de latino, puis c'était, tu sais, des white boys avec des tattoos qui barbaient, il n'y en avait pas beaucoup, là. On était comme un handful. Puis c'est vrai, parce que aussi, tu sais, il va y avoir des barbers latinos où est-ce que... Il y a comme une fierté, tu sais, vraiment auprès des latinos, que, tu sais, c'est les latinos qui font les meilleurs chasses, puis tout. Fait que quand tu vois, genre, un white boy qui ouvre un shop à côté, je suis comme, yo, oublie ça, là, genre, je sais pas comment le faire, mais c'est ça, mais ça prend. Ben c'est ça, puis moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment de même, puis, tu sais, tellement que le barbering était tellement new dans la communauté des fucking French white boys, là, que quand j'avais dit à ma blonde dans ce temps-là, hey, je vais commencer à couper les cheveux genre temps plein. Elle était comme, Chris, es-tu gay, genre? J'étais comme, de quoi tu parles? Elle était comme, mais là, c'est quoi, ça va coiffeur? J'étais comme, je m'en vais pas coiffeur. Elle était comme, il n'y a pas de white boys qui coupent genre dans un barbershop, genre si tu vas faire de la coiffeur. J'étais comme, OK, first, je suis pas gay. De deux, je m'en vais pas faire des coiffeurs. Je m'en vais même pas utiliser un ciseau. Je m'en vais fader, genre, that's it. Fait que, tu sais, fait que là, plus le branding que j'avais, c'était comme old school. Tu sais, c'est tout ce que les white boys faisaient. Plus des coupes old school. Genre fucking rétro, là, 50s, whatever. Tu sais, pas des fades avec des chasses. Fait que j'en faisais pas. Tu sais, j'avais pas de clientèle de ça, anyways, à Saint-Hyacinthe. Fait que j'ai quand même pogné beaucoup de traction, puis je me suis fait offrir une job au Notorious, le barbershop à Montréal. Ouais, avec Corey Shapiro. Puis dans ce temps-là, c'était le barbershop. C'était le spot, C'était le spot. Puis c'était même pas juste à Montréal, c'était Canada-wide. Là. Tout le monde parlait juste du Notorious. Puis c'était toutes les célébrités, quand ils faisaient des shows, que ce soit Riff Raff ou whatever, name it, qui passaient à Montréal avant leur show, ils allaient là, se faire couper, tu sais. Puis le propriétaire m'a appelé, puis il a dit, tu peux-tu venir passer une entrevue, j'ai besoin d'un autre barber. Je suis comme, sure. Puis moi, je me pointe là, man, le lendemain, puis j'amène pas mes tools, j'amène rien. Je suis comme, on va passer une entrevue, tu sais. Puis là, je rentre dans le shop, le gars, il est comme, sont où tes clippers? Oh shit. Je suis comme, ben, tu m'as dit une entrevue, je pensais que tu veux juste me rencontrer. Il dit, non, tout, je veux te voir couper. Est-ce que c'est en dessin? C'est une entrevue pour un barber. Je suis comme, ah, OK, ben là, t'as-tu comme des clippers ici? Fait que là, il me donne un clipper, mais il est tout beat up, bro. Il est dégueulasse, ce clipper. C'est une vieille affaire qui traînait. Fait que ma coupe était dégueu, mais j'avais ça comme excuse, que c'est pas mes tools, tu sais. Fait qu'il m'a juste engagé on the spot. Il avait trop besoin d'aide, whatever. Il était trop. Fait qu'il m'a engagé. Puis j'ai été vraiment le pire barber là pendant les premiers 6 mois que je travaillais là. J'étais pourri. Genre, le monde rentrait dans le shop, il voulait pas se faire couper par moi, man. Et c'était comme, il y avait 2 barbers vraiment bons, puis moi. Fait que si les 2 autres étaient bookés, t'es comme, j'avais avec le petit white boy en arrière ou une chasse de merde. Puis bro, la première chasse que j'ai faite ever là-bas, premier line-up, là, genre, le gars, il se pointe, il est venu descendu de Ottawa parce qu'il a entendu parler du Notorious, puis là, il s'en va à un event ce soir-là, il va avoir la meilleure coupe ever. Il s'assit dans ma chaise, d'où j'ai jamais fait ça de ma vie. Là. J'ai juste coupé des white boys. J'ai jamais fait de line-up. Il y avait des cheveux... Oh, ouais, il y avait genre skin fade, puis c'est comme un buzz à 1,5, mettons, sur le top, puis il y avait un line-up, genre tout à la blade, genre fucking clean. Moi, j'ai jamais fait ça. Les points s'assit dans ma chaise, push back le hairline. Push back le hairline. Push back le hairline. Bro, il commence à brailler. Je le vois dans le miroir, il y a une lame qui coule. Il est de même, il shake dans la chaise. Et moi, je panique, dude. Je suis comme, hey, qu'est-ce que je fais, man? C'est tout croche. Je regarde le barber à côté de moi, je suis comme, man, faut que tu fasses de quoi? Le barber à côté de moi commence à paniquer. Il dit, hey, man, va t'asseoir. Je te passe entre 2 clients, je te fixe ça. Man, là, après ça, ma liste de clients qui attendaient pour moi dans la chaise, ils se lèvent tous. Sont toutes partis. Oh! Ils étaient tous comme, je vais pas avec ce gars-là, man. Oublie ça. Puis là, j'étais genre, aïe. Genre, la honte. Je suis sorti en arrière. Je vais avoir fumé genre 5 clubs de suite. J'allais fumer, man. Fumer. J'étais comme, man, j'étais sénère. J'étais genre, man, je vais me faire renvoyer direct là, man. Mon boss est rentré, puis il a dit, check bien, man. Je t'aime bien, t'as une bonne personnalité, t'as un certain type de clientèle qui t'aime. Tu peux pas faire de chasse à personne. Pas de line-up. Que je te vois jamais toucher un gars qui a un line-up. J'étais comme, done deal. Puis, to this day, j'ai peut-être fait des line-up juste quand j'ai eu ma shop après ça à moi, chez Maison Privée. Mais toutes les autres barbershops que j'ai travaillé par après, j'ai jamais touché un line-up. J'étais comme, non, man, not for me. Ils ont vraiment touché ton ego. Oh, là, ben oui, mais d'une bonne façon, man. J'ai pas fait comme, fuck, non, je suis capable. Tu sais, comme, d'un, je voulais pas apprendre. J'étais comme, fuck off, man, je fais mon affaire. J'étais trop, ça m'avait comme choqué à quel point j'étais pas bon, là. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit facile, tu sais. Puis j'ai vraiment fuck up. Puis j'ai vu, tu sais, le gars, il braillait, dude, un grown-ass fucking man. Tu sais, il devait avoir genre 5-6 ans plus que moi, facile. Moi, j'avais peut-être comme ça 20. Lui, il devait avoir genre 25. Ça en allait à une petite party, man. Puis j'ai au moins ça, de genre de fucking pushback son hairline. Il avait pris 15 ans sur ma chaise, genre. Oh shit. C'était horrible. Oh shit, horrible. je peux juste imaginer la petite man, c'était horrible. Je me sentais tellement mal, man. Mais tu sais, c'était pas mon vibe. C'était pas, tu sais. Mais tu sais quoi? Cette mentalité-là, je pense que c'est ça la mentalité aussi. C'est que, yo, tu fais des choses que peut-être t'es inconfortable, que tu sais pas comment le faire, puis il faut apprendre. Comme. Ouais, il a fallu que j'apprenne par après quand j'ai eu mon shop.
Parce que quand, après ça, tu sais, ça n'a pas été long après, je pense qu'un an après, j'ai ouvert Maison Privée, le premier. Puis, tu sais, là, on a complètement déclassé Notorious direct. C'était comme, tout le monde parlait juste de Maison Privée, puis c'était comme la shop à aller. Puis, j'ai commencé à avoir des clients, man, avec des line-up. Mais dans ce temps-là, j'étais plus dans le même mindset, là. J'étais plus, genre, intimidé d'être comme, là, je me pointe chez Notorious, j'ai un certain level à atteindre. Je viens de Saint-Hyacinthe, j'ai jamais fait ça. Tu sais, j'étais assez énorme, man. J'étais assez énorme. Ouais. Puis, là, quand j'ai ouvert Maison Privée, on a eu tellement... Boum, les médias parlent de nous autres, c'est la plus belle shop, c'est ci, c'est ça, blablabla. Puis j'étais comme, no, I got this. Puis là, la confiance a tout changé, dude. J'ai quasiment pas eu de cours ou de monde qui m'a montré, mais premier line-up que je fait là, il était direct, c'était parfait, bang, bang. J'étais comme, yeah, confidence is back. Là, c'est complètement différent. Puis à quel moment tu t'es dit, comme, c'est quoi, je vais ouvrir mon shop? T'as-tu accumulé assez d'argent? T'as-tu, Non. genre, t'étais juste comme, tu sais, fuck J'étais it. juste tanné de travailler pour le monde. Comme je te dis, tu sais, j'ai tout le temps été un rebelle. I'm still un rebelle, je peux pas travailler pour personne. Je peux juste pas, je suis un mauvais employé, dude. Genre, je suis un mauvais employé, puis j'ai été chanceux que moi, j'ai eu beaucoup de bons employés. Puis je les ai traités nicely. Je pense que je suis quand même un bon boss, mais je peux pas travailler pour personne. J'ai pas de. Il y a du monde qui sont faits pour ça, puis il y a du monde qui sont bons là-dedans, puis il y a du monde qui sont. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Fait que toutes les shops que j'ai travaillé, j'ai tout le temps été comme, man, faut que je crisse mon camp de site. Puis je travaillais au Frank & Oak, comme barber au Frank & Oak dans le Myland dans ce temps-là. Puis j'étais plus capable de sentir le boss. J'étais comme, man, ce gars-là, il m'énerve. Je peux Là, pas t'avais ta travailler. vision, tu sais. Ouais, j'étais comme, moi, si I'm j'en opening fais a un, barbershop. ça va être comme ça. Ouais, j'ai vraiment opening un barbershop, c'est ce qui se passe. Fait que j'ai hit up un gars qui travaille au Notorious avec moi dans ce temps-là. Puis on est allé voir un avocat à qui je coupais les cheveux. Puis j'ai dit, il faut que tu m'aides à incorporer tout le kit. Puis là, j'ai parlé du projet. J'ai dit, on ouvre un barbershop, je vais ça dans le Vieux-Port. Blablabla. Puis il était comme, c'est quoi votre budget? J'ai dit, on a environ 20 000 C'est comme, vous allez ouvrir un trou à rats, man, avec 20 000 Ça se passera pas. Vieux port. Ouais, T'as de il est comme ça l'ambition. se passera pas. Fait que là, il a dit, check, je peux faire vos papiers d'incorporation, tout le kit, mais je crisse mon nom là-dessus. Puis je vous donne ma carte de crédit, puis va l'ouvrir ton barbershop. Oh. OK. Puis je fais, OK, cool. Fait qu'on a donné 25 à la firme d'avocat. Puis je pense que ça nous a coûté peut-être 80-85 000 ouvrir pour un barbershop. Mais là, ça t'a permis aussi, tu sais, d'ouvrir un spot, tu sais, de qualité, de beau qualité. pis tout. Fait que Ouais, non, c'est ça. Ça a t'avais comme été... des bonnes ressources, là. Ouais, ça a été un blessing en partant. Tout était comme aligné pour que ça se passe. Tu sais, j'ai commencé à couper les cheveux à cet avocat-là, randomly. Là. J'y coupais au Notorious, puis je pense qu'il était là la journée que j'ai fuck up le line-up. Là. Il m'a vu dans mes pires jours au Notorious, puis il a continué de venir me voir moi parce qu'il disait que je faisais la meilleure barbe. Je faisais le plus beau fade de barbe. J'étais comme, OK, mais je ne touchais pas le line-up. Il y avait un line-up, il faisait la barbe avec moi, il switchait de chaise après. C'est genre, ça a été le même pendant des mois. Après ça, j'ai passé au Frank & Oak qui m'a suivi juste pour sa barbe. Puis là, après ça, quand j'ai voulu ouvrir le shop, il avait confiance. C'était comme, the guy knows what he's doing. Puis j'ouvrais avec un autre gars qui était au Notorious avant, qui était meilleur que moi pour les autres cuts. So, pour lui, c'est un safe bet. Tu sais, quand t'es avocat et tout, tu veux tout le temps être fresh. T'as une clientèle qui veut tout le temps être fresh. Fait que pour lui, c'était comme un bon investissement. Fait que lui, rendu là, il y avait son barber à, Il avait son barber, mais il spot à venait lui, 3 ouais. fois par semaine, man. Il venait 3 fois par semaine. C'est en Du moment que face. ça repousse, là, comme boum. Tout le temps, tout le temps. Fait qu'on a ouvert le shop, puis de ce moment-là, ça a explosé. On a ouvert en 4 ans, je pense, ou 3 ans, on a ouvert 7 shops. Fait que là, tu sais, admettons, ton branding il était déjà propulsé. Puis là, là t'as ouvert un spot qui avait de l'allure. Y a-tu quelque chose d'autre de plus qui s'est rajouté qui a fait juste une explosion vraiment du branding? J'ai eu un show télé pendant comme une saison. C'est vrai, ça. Ouais. Fait qu'on a eu le show de télé-réalité qui a aussi tombé sur mes laps. Ça, c'est longue histoire courte, man. Je coupais les cheveux. Everything starts from barbering. T'sais, quand tu coupes les cheveux, bro, tu rencontres tout le monde. T'sais. Fait que j'ai commencé à couper les cheveux à ce gars-là qui travaillait pour une maison de production. Puis eux autres, ils voulaient faire un show qui s'appelait Alpha. Puis c'était comme un whole thing where j'aurais des clients qui rentraient dans la shop, puis je les coupe, puis je les passe en entrevue pendant que je les coupe. Puis tu sais, comme mettons, tous des gars qui ont des business. Fait que tu sais, comme un chef, un ci, un ça. Fait qu'on a filmé un pilote. Ils sont venus, on a filmé un pilote, j'ai coupé, je me souviens plus qui j'ai coupé, mais j'ai coupé comme une personnalité. Puis on a parlé de tout ça. Puis après ça, quand ils ont fait le pitch à une compagnie de télé pour le show Alpha, ils ont dit, je me calisse de tout, qu'est-ce qui se passe au barbershop, mais le gars, je l'aime. Fait qu'ils ont dit, y a-tu quoi d'autre qu'on peut faire avec? Puis dans ça, on avait filmé moi qui se lève le matin, puis j'avais mon bébé, Landon, il avait même pas 1 an. Fait que j'avais lui, ma smoking hot wife. Fait que là, ils ont fait comme, on va suivre sa vie à la place. Fait que là, on a switché, on a filmé 2-3 autres petites affaires d'activités que je fais avec mes enfants. Ils ont monté ça, on a pitché ça à un producteur télé, puis on dit, what about, on fait une réalité sur la vie d'un jeune entrepreneur, man, atypique, avec sa famille, toute le kit, newly dad. Puis on dit, yeah, let's fucking do it.
Ben, je pense que tu sais, juste savoir juste ça sur papier, tu sais, vraiment la dynamique entrepreneur, comme tu dis, smoking hot wife, les kids, like, what the fuck is going to happen here? Ouais, mais puis le pire, c'est que c'est ça qu'ils voulaient. Mais ils savaient pas que moi, dans ce temps-là, je consommais plus. Tu sais, si j'avais encore consommé dans ce temps-là, ça aurait été un hostie de show. Fait que les autres, ils auraient voulu que même te voir ça, ouais, la dérape. Puis ils ont essayé, man. Ils ont essayé. ouais. Ils nous ont saoulés là, quasiment tous les jours de tournage. Tous les jours de tournage, ils arrivaient avec de l'alcool puis ils essayaient de nous saouler constamment. Parce qu'ils se disaient, s'ils saoulent la gueule, ils vont se pogner. S'ils se pognent, ça va être intéressant. Fait que, tu sais, ils essayaient de nous saouler, puis après ça, ils nous prenaient séparés. Mettons, ils disaient comme, Vita, faut que je dise de quoi. Puis là, ils emmenaient ma femme ailleurs. Puis là, ils talk-shitaient sur moi. Puis après ça, moi, ils me prenaient ailleurs, ils me talk-shitaient sur elle, parce qu'ils nous remettaient ensemble. Oh, puis là, la manipulation. Ouais, solide. Puis tellement qu'on a filmé, genre, je pense, 5-6 épisodes, 5-6 jours de tournage ou whatever au début. Le boss de la production télé m'a pris à part. Il dit, hey, man, il faut que tu fasses de quoi. J'étais comme, de quoi? Il dit, tu pètes pas de coche. Je te vois jamais faire de quoi de extreme. Tu prends plus de drogue, c'est plate en esti. J'étais comme. Fait qu'il va. Ouais, j'étais comme. Wow. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux, je te dise, man, c'est ça ma vie à cette heure. Genre, tu sais, oui, avant, j'étais vraiment fucking wild. Puis j'en fais encore des affaires wild, mais dude, là, j'ai un bébé, dude. J'ai un bébé, j'ai des business. Genre, j'ai pas le temps de genre juste get fucked up pour avoir une image de merde. Fait que c'est là qu'ils ont essayé de commencer à brasser la merde. Par eux autres mêmes. T'sais. Tu penses-tu qu'ils font ça dans les autres shows, genre télé-réalité? Je sais qu'ils font ça. Oh shit. Je sais qu'ils font ça parce que nous, on a fait ça en même temps que l'émission Barmaids. Puis ils faisaient ça, mais avec Barmaids. Puis même, je sais que j'ai pas à dire ça, mais quand ils filmaient l'émission Barmaids, il y a une des Barmaids, puis je dirais pas son nom, qui nous a dit que le producteur du show leur a même déjà acheté de la poudre. Pour qu'ils fassent de la poudre, parce qu'il y en avait dans un épisode, ce qu'ils buvaient dans la puis les filles étaient trop fucked up. Fait qu'il y a deux ou trois filles qui étaient trop fucked up. Fait qu'il était comme on a besoin de poudre, on n'a pas de poudre. Ils ont acheté de la poudre pour eux autres au bar, ils ont fait de la poudre pour continuer de filmer. Yeah. Fait que tu sais, genre, ils veulent ça, là. Ils veulent que tu sois salarié tout le kit parce que ça fait un show, man. Tu sais, Jersey Shore, dude. Là. Ouais, mais c'était. Tu sais, si Jersey Shore était pas fucked up, c'était plate en calice. Mais tu sais, moi, j'étais pas dans ce mood-là. Puis je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on soit un couple qui était de même, qui allait se pogner constamment. Puis tout, mais c'était pas ça. Fait qu'ils ont essayé de brasser la merde. Puis là, t'étais-tu genre full tatoué back then aussi? J'étais full tatoué au secondaire, big. OK. Genre, fait que déjà, t'avais l'image du badass. Là. Non, c'est ça. Eux autres, ils achetaient ce look-là. Puis ils pensaient vraiment qu'on allait donner un calice de show, mais ils se sont rendus compte que j'étais vraiment rendu plus business qu'autre chose. Puis tout. Fait que, on a quand même fait un show, ça a quand même bien marché. Là. Je pense qu'il y avait une affaire comme. C'est pas fou, mais pour le Québec, c'était chill. On avait peut-être 40 000 viewers par semaine. Fait que c'était chill. On a fait une saison. Merci, bonsoir. Dans le fond, tout ça a été juste un coup de promo pour toi. À côté, après ça, le monde rentrait dans le barbershop de même, là, les bookings non-stop. L'année d'après, ça a été une vraiment super bonne année pour mes shops. Ça a été une super bonne année pour la business à ma femme. Fait que, c'est une opportunité que j'ai juste pris. Puis, ça servait à rien de faire une deuxième saison. Ça servait à rien de faire. T'avais déjà ton. Ouais, on a roll là-dessus, puis that's it. Shit, nice. Combien de barbershops t'as ouvert? T'en as-tu 7 au total? Ouais, là, t'as tout vendu? Moi, j'ai tout vendu, man, en pleine pandémie. J'ai tout vendu, genre, je pense que c'est pas une semaine ou deux avant que le gouvernement annonce que, hey, faut fermer les barbershops. Avant? Ouais. Oh, shit. Ouais. Genre, c'est timing de fou, mais c'est même pas. Moi, je voulais pas nécessairement vendre mes parts. Je voulais vendre le barbershop au complet. On avait eu des offres de gros salons, tout le kit, qui voulaient acheter la bannière. Puis mes autres partenaires, les 3 autres, ne voulaient pas vendre. Puis dans ce temps-là, moi, ma femme était enceinte, puis elle s'en allait accoucher de notre deuxième enfant. Puis je leur avais dit, hey, check, moi, quand ma femme a accouché de mon premier, j'ai ouvert 3 barbershops dans le mois qui est né. Quand Landon est né, man, on a ouvert 3 shops. Je travaillais constamment, man. J'étais jamais à la maison. J'essayais le plus possible d'aider ma femme, mais je pouvais pas. Parce que c'était grind. Puis j'avais dit, je ferais pas la même erreur avec le deuxième. Je prends 1 mois et demi de congé de paternité. Genre, it's happening. Puis c'était comme en décembre. Là. Fait que c'était quand même une fucking saison de fou. Puis j'étais comme, je m'en calisse, je travaillerai pas. Genre, j'ai 52 employés, je m'en calisse, je travaille pas. Fait que les gars, ils ont décidé que ça passait pas pour eux autres, man. T'sais, c'est des gars qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas ces valeurs-là familiales. Fait que les autres, ils ont fait comme, ah ouais, tu veux faire ça? Parfait. Ils ont appelé à la banque, man. Ils m'ont fait couper accès au compte en banque, tout le kit. Puis ils ont fait comme, you're out. Oh, shit. J'étais genre, non. J'étais genre, non, not gonna happen. Fait que là, j'ai commencé à les poursuivre. J'ai poursuivi les partners pour finalement qu'on s'entende sur un prix de rachat. Puis ils m'ont racheté. Puis 2-3 semaines après, man, COVID est arrivé. Puis on shut dans leur shop. J'étais comme, not my fucking problem. Yeah, t'étais dans la conspiration, toi. Ouais, mais quasiment, man, ils m'ont envoyé un des derniers emails que j'ai reçus d'eux autres. C'était quasiment un genre de, comme, Chris, tu le savais. Puis nanana. Puis j'étais comme,
quoi tu parles? Moi, puis le gars, on n'est pas tête de même, là, puis c'est pas comme genre, on s'est dit, hey man, t'as un peu attends, là, parce que je vais vendre mes parts, puis après ça, dude, fuck off, là, tu sais. Mais ouais, pour eux autres, ça n'a pas été le meilleur move, puis je suis sûr qu'ils ont trouvé qu'ils ont trop payé, puis qu'ils ont trop payé longtemps et tout, là. Ils m'ont payé pendant, comme je pense, 1 an et demi après, tu sais, comme paiement par année. Je suis sûr qu'eux autres, ça n'a pas été le meilleur business move de me racheter, mais pour moi, ça a été comme parfait. As-tu rouvert? Ils ont fermé, je pense, 3 ou 4 shops depuis. Oh. Ouais. Je pense que là, ils en ont peut-être 4 ou 5. Là. Okay. Mais ça n'a pas... tu sais, veux pas, moi, j'étais l'image de la business. Encore still to this day, man. J'habite même plus au fucking Québec. Je reçois des DM de dudes qui m'écrivent « Hey, t'as-tu de la place aux maisons privées, telle place, semaine prochaine? » Je suis comme « T'es-tu sèche, man? Esti, genre, je suis même pas sur le site. Je suis pas... Genre, si j'étais encore propriétaire, j'en parlerais, là. Genre, j'en parle pas ces réseaux depuis des années. Là, fait que, non, fait que c'est sûr qu'il y a des gars qui sont partis. Il y a des gars qui étaient comme, ben moi, j'ai pas envie de travailler avec personne d'autre qu'Oliver, fait que je pars. Il y a des shops que, j'avais quand même un bon chunk de clients, puis des gens qui venaient à cause du show de télé, whatever, qui ont arrêté de venir. Fait que c'est sûr que ça a fait un peu mal. Puis je pense que, aussi, là, il y avait maintenant des shops qui marchaient moins bien, ils ne pouvaient pas les garder. Il fallait qu'ils me payent, moi, pour mon rachat, mensuellement. Fait que je pense qu'ils ont fermé les shops. Puis... C'est la meilleure des choses. Ouais. Je pense que ça va bien live les shops qu'ils ont, là, mais je suis vraiment pas au courant, puis je m'en contre-écris ça. Mais tant mieux, mais c'est bon. C'est intéressant à voir, vraiment, genre, la force, la puissance, vraiment, le branding vraiment associé à une business. Ça peut être bon aussi, autant que ça peut être dangereux, parce que comme là, si t'es pas là, comme ça roule pas comme il faut. Là. Ouais, puis je pense que ça, c'était un des plus gros problèmes que les autres partenaires y avaient avec moi, c'est qu'après le show télé, c'est devenu le Oliver Cult Show, puis c'était plus maison privée. Ah. C'était comme, j'étais 100% la face de maison privée. Puis, tu sais, dans un monde de barber, il y a des gros égos. Parce que tout le monde est des artistes, tu sais. Fait que c'est des gros égos. Puis là, il y en a qui ça leur faisait, ils étaient pas contents. Tu sais, moi, il y a des gars, moi, je pense pas à ce genre d'affaires-là, mais tu sais, des fois, mettons, je rentre dans le shop, je suis au téléphone, dude, puis là, j'ai pas dit salut à un des barbers parce que je suis au téléphone. Puis là, c'est la pagaille. Texte les autres, hey, si, il m'a pas dit salut, non, non, puis là, c'était l'enfer, là. Puis là, c'était comme, j'étais le payé trop de cul, puis whatever, puis j'étais comme, hey man, calme-toi, là. Je pense qu'il y a eu ce mouvement-là aussi après mon show télé où oui, ça a amené beaucoup de business, mais ça a rough des égos en calice dans le shop. Puis là, c'est vraiment du Oliver Cult Show, puis il était pas content. Je peux comprendre. Je vois c'est ça, moi tout, je comprends cette partie-là aussi d'eux autres. Puis moi, j'ai jamais turn tout ça comme ça. C'était pas mon but, là, que ce soit comme le Oliver Cult Barbershop, puis that's it. Sur mes réseaux, je poussais à côté la bench. J'étais comme maison privée tout le temps. Je portais du fucking Apparel, je portais des hoodies maison privée avec le logo. T'sais, jamais que c'était genre mon show. Mais by the force of things, c'est ça que c'est devenu un peu. Puis je pense que il aimait pas ça. Il aimait pas le genre d'attention que ça amenait parce que là, c'était rendu que moi, tout ce que je faisais sur ma vie privée affectait le shop. Si le lendemain matin, je disais quelque chose qui faisait pas plaisir, qui ne fitait pas avec le brand, ben là, ça affecte le brand. Fait que c'est un couteau à 2 tranchants, tu sais. Ouais, on a une amie ici aussi que, à cause de son nom, qui a été affecté pour une telle histoire, ben, tu sais, les business ont comme eu un impact, mais regarde, rien de majeur. Mais tu vois la relation et qu'est-ce que, tu sais, le personal branding peut amener à une business qui est aucunement, tu sais, vraiment chose à part. Ouais. Après ça, tu sais, c'est... Là, tu as pris genre juste une année libre pour ta famille. Puis pas nécessairement, man. J'ai quand même continué à faire de la business parce que c'était COVID. COVID était une des meilleures opportunités pour n'importe qui est en business, là, pour genre jumper sur le e-commerce. Fait que j'ai jumpé sur le e-commerce. J'ai parti une brand de produits pour hommes, genre produits pour la barbe, cheveux, pomades, tout all that thing. Fait que j'ai lancé ça, e-commerce seulement, puis ça a vraiment bien marché. Puis après ça, j'ai une autre business aussi. J'avais un drink anti-hangover qu'on vendait chez Shop Santé, by the way. Mais tu sais, j'ai vraiment comme touché à plein de business pendant ce temps-là pour genre faire le plus d'argent possible, vendre. Fait que c'est vraiment ça que j'ai fait pendant ma transition jusqu'à devenir complètement mexicain. C'est mon camp du Québec. Puis de travailler juste à distance comme je fais là. J'aide des business à distance, mais j'écris mostly. Puis je fais photography, puis that's it. Fait que ça, c'est tes 2 gigs, là, puis t'as un bon coussin aussi pour te permettre vraiment de stresser financièrement. Tout a changé. Je vois souvent même des advice. Il y a tellement de pages sur Instagram de monde qui sont genre business savvy, puis qui disent les 3 choses à faire si vous voulez être millionnaire avant 30 ans ou whatever. Mais la réalité, là, c'est que pour beaucoup de monde, si tu as acheté en 2019 puis tu as vendu en 2023, tu as fait ton move. C'était l'année 2019 pour acheter une propriété au Québec puis la revendre 2-3 ans après.
tu pouvais pas le savoir, mais c'était ça le move. Tu sais, nous autres, on était chanceux, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, j'ai acheté une maison, man, puis je l'ai vendue le double du prix après 2 ans et demi. Je valide ça. J'ai acheté ma maison en novembre 2019. Puis je l'ai pas vendue, mais tu le sais, la valeur elle double. Ben c'est ça. Moi, c'est ridicule, là. C'est ça qui est arrivé. Fait que, tu sais, dis-toi, je suis aussi dans un toute la vie était bien alignée pour ça, pour moi. Tu sais, on a acheté la maison, puis j'ai payé une affaire comme 850 000 $. Je l'ai vendu 1,35, tu sais, 2 ans après. Puis j'avais quasiment pas d'hypothèque. J'ai pu acheter quelque chose cash au Mexique qui vaut au-dessus d'1 million live. Au Mexique, j'ai acheté 2-3 terrains qui ont pris de la valeur la seconde que le terrain était acheté. Fait que, tu sais, tout a été bien aligné. En ce moment, toi, tu pourrais preach liberté financière. Oui, puis non. Tu sais, je pense, j'ai investi encore de l'argent dans des business. Puis j'ai fait des investissements qui ont fail. Ma femme a fait des investissements qui ont fail. Mais, tu sais, comme je suis pas stressé. Okay. Tu sais, life doesn't stress me en ce moment. L'argent doesn't stress me. Tu sais, c'est arrivé des périodes dans les dernières années, dans les 2 dernières années, mettons que j'ouvre mon compte en banque, j'étais comme holy shit. Moi, je suis pas un gars de chiffres. Okay? Mon père est comptable. Fait que je pense que j'ai tant voulu rester away from that parce que j'étais comme c'est plate être comptable. Fait que moi, j'ouvre pas de lettres, j'ouvre pas de courriel, je fais rien de ça, de qu'est-ce qui a rapport avec les banques ou whatever. Puis fait que pendant comme une bonne année, j'ai pas su que j'avais déjà mis 200 000 dans des projets, puis j'avais tout perdu. J'étais pas au courant. Oh shit. J'étais pas au courant. Dans l'année 2022-2023, collectivement, moi et ma femme ensemble, on doit avoir perdu 750 000 $. Dans des mauvais investissements. Puis, fait que c'est déjà arrivé que j'ouvre mon compte en banque, je suis comme, what the fuck? Shit. On ne peut plus acheter le lait. Ouais, quasiment, là, je suis comme, Chris, il y a 400 $ dans le compte. Mais après ça, je suis comme, OK, mais j'ai 2,5 millions US de propriété. OK. Fait que je suis comme, OK. Fait que le stress n'est pas là de genre devoir performer que l'argent rentre demain matin. J'ai en ce moment, au moins, j'ai ce. Des fois, des moves match, puis là, en ce moment, je regarde mon compte en banque, je suis comme, fuck yeah. Ça fait ça. L'argent, bro, it comes and goes. Je pense que c'est une des affaires que le plus gros advice financier ever que je dirais à quelqu'un, c'est dude, l'argent, c'est une énergie, man. Plus t'en piches, plus ça va revenir. That's how it works. L'argent, tu vas en perdre, tu vas en gagner. C'est jamais linéaire. Puis si c'est linéaire, t'en feras jamais. Je pense aussi, c'est bon aussi de perdre de l'argent parce que tu vas comprendre c'est quoi la valeur aussi de l'argent. Yeah, qu'est-ce que ça a pris pour vraiment la gagner. Mais surtout, vraiment, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter que ça arrive encore une fois. Tu as appris une leçon. 100%. Dude, à Star, j'ai un comptable attitré à certaines choses qui check et qui me tient au courant toutes les semaines. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Parce que j'avais, comme je te dis, ce problème-là qu'on bleedait du cash puis je ne savais pas. Tu sais, il faut être câble aussi. Là. Comme je te dis, je ne suis pas un gars de chiffres. J'ai jamais été un gars. Tu sais, je suis devenu barber, j'ai eu des barbershops qui ont fonctionné, pas parce que j'étais un business guy, parce que je coupais des cheveux, je faisais du bon PR, mes affaires étaient bonnes. Tu sais, j'étais un artiste qui coupait des cheveux puis ça marchait. That's it. Après ça, les autres business que j'ai eu, ça a tout été ça ou tout. J'ai fait des sick branding, du beau marketing, mais je suis pas un business guy. So, les chiffres, it's not my thing. Puis, personnellement, dans ma vie, je l'ai vu souvent, comme je te dis, on a eu des années rough. Puis là, à Star Live, everything's good. That's it. Félicitations. Étant donné que peut-être la portion financière n'est pas nécessairement un gros stress pour toi, qu'est-ce qui te garde debout la nuit? To not sleep, genre jamais. What keeps you up at night? Dude, honnêtement, pas grand-chose depuis qu'on est au Mexique avec le lifestyle qu'on a, mais le pire, c'est que j'étais en char ici tantôt, puis je parlais avec quelqu'un, je n'aurais pas texté, mais je textais, whatever. Puis j'ai réalisé que moi, j'ai jamais eu une année complète sans drastic changes or drastic thing happening. Tu sais, il y en a là, qui ont un 9 to 5 puis ils habitent au même condo, mettons, qu'ils louent depuis genre 5 ans. Fait ils ont habité à la même place toute l'année, ils ont eu le même job depuis les 5 dernières années. Fait que, mettons, ils disent « Ah, moi, l'année 2017-2018, bah, c'est une année comme une autre. » J'ai jamais eu ça, man. De ma vie adulte, jamais. Fait que, tu sais, même cette année, là, l'année qui vient de passer, tu sais, on a acheté la maison au Mexique en mai, j'ai aménagé au mois d'août. Tu sais, j'ai changé de pays, fuck. Tu sais, comme dans la dernière année. Là, 2024, à date, a l'air d'être l'année que je suis comme, à date, c'est stable. Genre, à date, c'est stable. Tu sais, mes enfants vont en même école, on fait la même affaire. J'ai pas déménagé de pays, j'ai pas eu un autre enfant, genre, everything's good. Fait que je pense que c'est la première année que live, il n'y a rien qui me keep up at night, là. Je suis comme, dude, everything's chill. C'est chill? T'aimes ça? Ou ou tu veux vraiment, ou t'es comme, il reste 6 mois avant que quelque chose pète ou non, quelque chose arrive? Je me dis quand même que peut-être quelque chose, tu sais, pourrait péter éventuellement. On dirait que je suis pas habitué à avoir une année comme smooth. Fait que c'est sûr que c'est comme, je suis un peu sur mes gardes, on dirait.
Fait que des fois, ça m'empêche de faire des moves, peut-être, mais le reste de mon année est déjà planned out. Fait qu'en ce moment, je suis comme, unless quelque chose de grave arrive, I'm all good. I'm all good. Fait que c'est-tu quand tu as déménagé au Mexique que tu as eu peut-être cette envie-là de commencer à écrire? Ouais, parce que quand je suis déménagé au Mexique, j'ai commencé à faire vraiment plus de inner work. T'sais, avec ma femme, plus de méditation, breathwork. Je commençais à faire plus de, j'ai fait des cérémonies de champignons, j'ai fait du buffo, j'ai fait plusieurs choses pour comme heal des traumas, puis vraiment comme me retrouver un peu, puis vraiment, je repartais une vie à zéro, là. Je suis pas au Québec, j'ai plus de repères, là. Je parle même pas espagnol, calice, là. Fait que là, j'arrive au Mexique, puis je suis comme, I have to be a new me, puis il faut que je sois une bien meilleure version de moi. Fait que je commençais à faire beaucoup de self-reflection, puis de work. Puis j'ai fait une cérémonie de mushrooms avec ma femme sur le bord de la mer au Mexique, juste elle puis moi. Les enfants se faisaient garder par sa sœur. Puis après la cérémonie de mushrooms, j'étais assis puis j'écrivais, tu sais, qu'est-ce qui s'était passé pendant. Puis j'étais genre, okay, that could be a book. J'étais genre, that's sick. Puis j'ai juste dit à ma femme, j'ai fait comme, eh bien, j'ai quand même une vie nice. Genre, j'ai fait des affaires nice. Elle était comme, ouais, j'étais comme, shouldn't I write about it? C'est comme, fucking go ahead. Fait à partir de ce moment-là, c'est le soir de ma mushroom ceremony, j'ai commencé à écrire le livre. Puis 9 mois après, il est sorti. Chill. Fait que ça a vraiment été, moi, un élément déclencheur. C'est pendant ma cérémonie mushroom, j'étais juste comme. J'ai reflecté quand je fais des cérémonies comme ça, c'est pas genre, je m'en pas triper, là. Je suis comme couché sur le dos, fucking bandeau ses yeux, man. Puis des fois, c'est pas beau, puis des fois, c'est beau, là. Puis cette cérémonie-là, c'était plus beau qu'autre chose. Tout ce qui se passait, j'étais comme, c'était un reminder du chemin que j'avais fait, tu sais. De à quel point il y a des affaires que je suis pas fier en tant que père, puis j'en parle dans le livre, là. Il y a des affaires que je suis pas fier, man, puis il y a des affaires que je suis fucking fier. Puis j'étais comme, hey man, c'est deep, puis j'ai envie de l'écrire, puis j'aurais aimé ça que quelqu'un me parle du fatherhood de même. Fait que. J'ai réalisé, tu sais, vraiment quand tu fais genre, tu sais, que ce soit des substances ou n'importe quoi, mais que tout selon vraiment, tu es dans quel mindset durant cette période-là, il va avoir un impact selon, tu sais, les résultats qui vont se passer. Fait que si tu es dans une période de merde, puis tu prends quelque chose de plus, ça va juste amplifier. Ça dépend, man. Pour vrai, c'est un ego death. T'sais. Si tu le fais avec une intention cérémoniale, whatever, des fois, parce que tu peux être au plus bas de ta vie, man. Tu peux être genre un alcoolique, un drogué, un ci, un ça, puis genre, comme t'as tout perdu, puis tu t'en vas dans la jungle au Pérou, même si tu fais une cérémonie d'ayahuasca, ta vie, elle change. Genre, tu consommes plus, tout ça peut arriver. T'sais. Je pense qu'il faut que tu sois prête à complètement briser ton ego, man. Puis c'est ça qui arrive quand tu fais des médecines avec cette intention-là, de genre comme. Que ce soit des champignons, que ce soit du Bufo alvarius ou whatever, tu fais une cérémonie, Bufo alvarius c'est le DMT. Tu fais ça en disant comme je me laisse complètement guider. Là, ça te brise. Là. Tu sais, comme pour vrai, là, tu brailles, tu ris, tout se passe, mais tu restes comme faut que tu sois prêt, vraiment living the experience, puis tu laisses les teachings arriver. Puis des fois, tu réalises, tu peux être dans une super bonne phase de ta vie, puis tu réalises que tu caches de quoi dans toi, là, puis tu veux pas le laisser partir, puis c'est pour ça que t'es happy, mais pour vrai, tu l'es pas truly, tu sais. Que ta patience, mettons, moi, je suis quelqu'un qui manquait beaucoup de patience, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Mais j'ai réalisé en cérémonie, tout allait bien, là. Puis ça faisait 1h30, je suis dans une cérémonie, tout allait bien. Puis j'ai réalisé que, non, man, mon manque de patience vient de ci, vient de ça, trauma qui ressort, puis brailler pendant des heures, dude. Tout allait bien, là. Tout allait bien quand je m'attendais à ce que ça soit smooth, là, puis ça m'a complètement brisé. Mais après, je suis 1000 fois mieux. Parce que là, je sais, puis là, ça dépend ce que tu fais avec. N'importe qui peut faire une substance, comme tu dis, ou n'importe quelle expérience psychédélique, puis juste dire comme, ah, ouais, c'est nice, j'ai vu ça, puis pas faire le travail. Là. Ça fait pas le travail pour toi, ça te fait allumer, genre, hey, dude, t'es wrong there, ou t'es bon there, fix that, ou travaille plus là-dessus. Puis si tu le fais pas, par après, dans la vie de tous les jours, ben là, c'est toi qui fuck up, puis t'as juste fait ça pour rien. Là. Je suis curieux, moi j'aimerais ça essayer, genre je pense que je suis rendu peut-être à un point mature où est-ce que j'aimerais ça le découvrir, qu'est-ce que je peux unlock. Ouais. Après toutes les shit que tu as vécu, qu'est-ce que tu peux voir encore, les petits traumas, je sais que j'en ai une couple que genre... si tu te laisses aller, d'où tu peux pas le fight. Tu sais, comme les traumas, ça arrive dans ta face, tu le vois, tu le vis, tu l'expériences, tu le feels, c'est pas beau, c'est pas le fun. Mais quand tu sors de là, t'es comme, OK man, I'm a grown-ass man, je suis capable de fight this. Je suis capable de genre régler puis heal ce trauma-là que j'avais quand j'ai 5 ans. Parce que je l'en parle dans le livre, dude, là. En tant que parent, il faut que tu réalises qu'on arrête de se guilt trip, que tous les jours, presque, on crée des traumas à nos enfants, man. Tous les jours. Tu sais, en bas de 7 ans, là, quand tes enfants ont en bas de 7 ans, puis qu'ils absorbent, puis eux autres, c'est comme quasiment des mouches, man, ils voient tout, là, autour, là. Ils ont des yeux tout dans la tête, là. Ce que tu dis
le ton d'intonation. Même pas quand tu vas parler aux autres, tu peux parler à ta femme, dude. Ouais. Tu peux parler à ta femme de la vaisselle, le ton que tu utilises, le ci, le ça, tout ce que tu fais, les mouvements, la façon que tu grabes quelque chose, la façon que tu chasses, tout. La façon que tu conduis, tout. Ils absorbent tout, puis les autres, ils absorbent ça en énergie, man. Tu sais, ils ressentent, les enfants, ils ressentent ton énergie. Tu vas être stressé au volant, tu n'as même pas besoin de rien dire. Tes enfants, en arrière, ils savent, puis ils commencent à être stressés, puis ça peut déclencher un trauma. Puis après ça fait qu'ils ont de la rage au volant plus tard, puis ils ne savent même pas ça vient d'où. Tu sais, fait que tu peux pas, en tant que parent, tout le temps marcher sur des œufs et dire comme, faut pas que d'où tu vas en créer des traumas. No matter what, tu peux être la meilleure personne, tu vas dire une affaire, tu vas faire une affaire, quelqu'un, ou tu vas être avec d'autres mondes autour. Ton oncle, Steve, va te parler, puis il va te dire de quoi, puis ça va être wrong. Puis, faut juste que tu acceptes que plus tard, man, faut que tu guides tes enfants à dire, let's work on this. Puis moi, j'ai full-blown intention, quand mon fils, le plus vieux, va avoir 16 ans, de faire une amazing mushroom ceremony ensemble dans une tribe au Mexique, de s'installer, puis de partir ensemble, puis régler ce trauma-là ensemble, man. Puis ça va être tough, man. Ça sera pas beau, là. Puis je sais qu'il va sûrement me crier après, man. Il va sûrement être quand même, man, t'as fait ça, ça m'a blessé, man. Puis il va falloir que je passe à travers ça avec lui, là. C'est ma job en tant que père. Au début, quand j'ai commencé à lire le livre, j'essayais de voir vraiment c'est où que ça s'en va, dans quel angle. Je voyais pas. Je voyais un dude qui parle de ses expériences. Il impliquait beaucoup la famille, mais je voyais pas l'angle. Je pense que ça m'a pris peut-être 4 au 4e, 5e chapitre environ où est-ce que j'ai commencé à comprendre vraiment c'est quoi la leçon que tu veux. Ouais. Au moins, qu'est-ce que tu veux illuminer, mais aussi vraiment, comme tu le mentionnes ici, de le faire de façon très raw. Ouais. Pour guys, en passant, c'est plein de métaphores. Ouais. My style of writing, c'est un peu ça. C'est très raw, c'est très vulgaire. Si quelqu'un qui est comme qui aime pas la vulgarité, tu n'aimeras pas. Ouais, non, il va pas aimer ça. Mais tu sais, dans tes propres mots, tu sais, vraiment, qu'est-ce que tu voulais dégager comme genre sentiment derrière ça? Ben, c'est un peu, comme j'ai dit, tu sais, je pense que les pères, on n'a pas vraiment nécessairement d'outils. Puis j'en parle direct au début dans le livre, man, que moi, quand il y a eu les baby showers pour mon premier, là, j'en ai reçu des livres de fatherhood, puis c'était de la merde, là. C'était comme comment changer une couche, puis hey, brasse pas ton bébé, hey, douche pas cave, là. Genre, c'est pas ça que tu as besoin d'entendre, là. Ce que tu as besoin d'entendre, c'est vraiment, genre, il y a plusieurs fois là-dedans que je parle à quel point, tu sais, j'ai fuck up, puis qu'est-ce que je fais à cette heure, puis qu'est-ce qui est mieux, puis qu'est-ce que j'ai encore à faire, puis tout. C'est tellement real. Puis je pense que, tu sais, j'ai des chums puis du monde qui m'écrivent, qui n'ont pas d'enfants, puis qui me disent, hey man, j'ai lu ton livre, puis ça me fait réaliser des affaires sur moi. Des patterns que moi j'ai, que moi j'ai, qu'eux autres ont, ou que j'avais, qu'ils ont encore. Il faut qu'ils fassent du travail. Fait que je pense que c'est plus un genre de livre de hope, man. Pour vrai, tu sais, je le catégorise pas comme un self-help, mais c'est ça dans un sens. C'est genre, tu vas rire, tu vas avoir du fun à le lire, tu vas réaliser des affaires, mais si t'es pas cave, tu vas aussi peut-être incorporer une nouvelle affaire dans ta vie, puis la prochaine fois que ça va arriver ou quelque chose va arriver dans ta vie par rapport à ta vie comme père ou whatever, tu vas peut-être faire comme, hey man, c'est vrai, j'avais lu ça dans le livre, puis il faudrait que je travaille là-dessus. Il y a des certains points, comme je dis, puis là, je le lisais pendant que justement j'ai un nouveau-né dans la maison. Fait que je trouvais, là, je commençais à faire des liens sur certaines choses. Déjà que j'avais une petite genre à côté, là, que quand même fresh out the box, là, comme un père. Ça fait 3 ans que je vis ça. Puis j'ai toujours voulu, comme j'avais mentionné au début avec toi, j'ai toujours voulu faire un épisode ici, vraiment sur c'est quoi le fatherhood et l'entrepreneuriat, mais pour ça, surtout pour ceux qui ont des mode de vie atypique. Je trouve que genre je vis pas normalement. Je me questionne comme qu'est-ce que je fais? Comment je suis capable de vivre qu'est-ce que je suis en train de vivre en faisant tout ce qui se passe? On fait des podcasts, je fais du marketing, à part ça, je fais tout plein de choses. Mais c'est bizarre, mais tu sais aussi, genre, j'ai une famille maintenant, puis j'adore rester à la maison. J'adore juste être près de mes enfants, puis tout ça. Genre, j'ai aucune volonté à vouloir aller dans le nightlife. Yeah. Puis c'est là que quand je disais ça, je te voyais comme, OK, c'est un wild boy, puis... mais là, comme tu vois, comme le dos, il est très, genre, vraiment à la maison, il est très... Ouais, mais d'où, tu sais, pour elle, j'ai quand même... tu sais, le wild boy est encore en dedans de moi, mais il sort d'une différente façon. T'sais, il sort en rébellion pas mal plus comme... Tu sais, avant, je me rébellais dans le sens que, tu sais, fuck off, j'irai pas à l'école, je vais juste me torcher avec mes amis à la place. Là, à cette heure, c'est plus comme, ben là, je vais me rebeller, je vais pas me faire vacciner, puis je vais quand même m'acheter un faux passeport puis rentrer dans le restaurant, pareil, fuck you, gouvernement, tu sais. Fait que c'est un différent type de rébellion, je te dirais. Puis en tant que père, tu sais, dans notre mode de vie atypique, parce que moi, tout, c'est comme toi, tu sais, j'ai jamais eu 9 à 5, comme je t'ai dit, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'autre, je suis pas capable. Fait que, je réalise, puis
plus récemment même, je te dirais, là, dans les dernières semaines, mois, je réalise que plus mes enfants vieillissent, mon plus jeune a 4 ans, mon plus vieux a 7 ans, c'est pas vieux encore, mais je réalise que la chose la plus nice que je peux faire avec eux autres, c'est de juste les incorporer dans ma vie à 100%. Puis on a tendance à pas faire ça, man. Puis on a tendance à faire, il y a ma vie à moi, il y a ma vie avec mes enfants, puis il y a la vie de mes enfants. Mais si tu enlèves tous les murs que tu crées là, puis tu fais, on a notre vie ensemble, and that's what it is. Dude, si tes enfants étaient ici en ce moment, ça se peut qu'on aurait pas passé le podcast une couple de fois parce que quelque chose arrive, mais 3-4 fois seulement. Après ça, après 3-4 épisodes de podcast, où ce qui viennent à chaque fois, ils commencent à vouloir placer les mics, ils commencent à vouloir placer les tables avant, ils commencent à vouloir faire ça, ils commencent à vouloir faire ça. Ils veulent participer, ils veulent être avec nous autres. Fait que quand t'es less-in, puis qu'au début, c'est tough, man. T'sais, c'est tough. Moi, Chris, il y a des affaires que je fais, man, avec mes enfants, que voyager, man, pendant 15 heures dans un avion avec un enfant de 2 ans, c'est pas le fun. T'as envie de te fucking gunner, là, tu sais. Mais, parce qu'il broille tout le long, tu sais. Mais à cette heure, man, mon plus jeune a 4 ans, on voyage, man, il tripe sur voyager. Il traîne sa valise, le kit, il est comme, OK, il va chercher les billets au comptoir. C'est comme... Ils veulent participer. Ils veulent participer, ils veulent être dans ta vie à 100%. Fait, en tant que parent qui vit une vie non atypique, tu as la flexibilité de pouvoir voir ton enfant qui participe à tout ce que tu fais, puis aller participer à tout ce que tu fais. Mais c'est vrai, tu sais, là, comme ma plus vieille, là, elle commence à avoir beaucoup plus d'awareness. Fait que j'aime ça l'emmener ici, parce qu'elle regarde partout, c'est comme, yo, c'est quoi ça? Puis je me dis, elle apprend, big. Puis, hey, imagine avoir grandi dans un espace comme ça, tu sais, à 3 ans, t'es comme, shit. Imagine si tu te sépares. Il y a beaucoup de parents qui se séparent ça parce qu'ils sont comme, je peux pas, parce que c'est ma vie professionnelle, je peux pas, si quelque chose se passe aussi, puis ça, mais ils comprennent pas que, hey, dude, t'as pris la décision d'avoir un enfant, là. Genre, emmène-les dans ta vie, ils vont apprendre à te connaître, porte pas un masque devant tes enfants, puis là, c'est papa qui est à la maison, puis c'est le même que je suis, puis papa à job, il est sérieux. Non, man, laisse-les voir tout. Enlève le fucking masque, enlève la fucking barrière que vous avez dans ta vie, puis tu vas trouver que tout flow organiquement. Yeah. Tout flow organiquement. Man, des fois, là, je fais des meetings avec des clients là, parce que je fais du consulting pour certains business en marketing, puis mes enfants sont auto, puis des fois, man, j'en pogne un, puis tac, je colle sur mon genou, puis je continue de parler comme si rien n'était. Puis le gars, man, il est quasiment en façon de cravate en arrière, puis il doit se dire comme, what the fuck? Je dis, this is my life, genre, je m'en calisse. Genre, je vais pas pretend to be anything for you, puis je vais pas pretend to be anything for him, puis je vais pas comme le séparer, comme là, mes enfants sont au courant, mes enfants, Chris, mon plus vieux, man, à ça, il tripe faire la vaisselle. Parce que j'étais juste comme, dude, assis-toi à côté, puis on va jaser pendant que je fais la vaisselle, puis là, comment ça pas une assiette, comment ça fait. Dude, plus t'es intègre, plus tu as une relation tight. Comment vois-tu cette nouvelle, genre, cette nouvelle tendance? Tu me diras comment toi t'es, puis, les hommes, les femmes, ils avaient tendance à avoir, vraiment chacun son rôle, à la maison, les hommes font ça, les femmes font ça. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, je le vois qu'il y a autant de tâches ménagères que je fais à la maison juste parce que je veux que ça soit propre. Puis ma femme, on n'a pas de temps aussi. Je ne veux pas attendre que c'est elle qui libère un peu de temps juste pour faire la vaisselle. Je vais le faire parce que je déteste voir la vaisselle sale, des trucs comme ça. Ouais. Je sais pas si toi, tu es un gars comme ça aussi, mais on dirait qu'il y a ce changement de chiffre-là aussi, que je vois que je fais autant de tâches ménagères de maison où est-ce que ce serait des tâches de femmes, mais vraiment, c'est plus le cas. Je suis assez conservateur, je te dirais, mais ça, je considère pas ça comme une tâche femme, tâche homme. Fait que, je suis assez conservateur dans le sens que moi, je pense que les femmes ont leur rôle à jouer, les gars ont leur rôle à jouer. Puis je déteste le blend entre les deux. Je déteste qu'une femme veut être un homme et qu'un homme veut être une femme. Puis dans les rôles, je suis complètement against all of that shit. Puis je trouve que les hommes sont de plus en plus weak dans leur famille. Je pense que c'est un des problèmes. Puis la réalité, c'est que les hommes commencent à agir comme des victimes, comme c'est la société qui leur permet pas d'être restés à la maison. D'où ferme ta gueule, genre, t'es un homme, t'es supposé dire, je m'en calisse, tu veux pas me payer un congé paternité, je m'en crisse, je vais hustle de chez nous, je vais tout faire ce qu'il faut pour être chez nous avec mes enfants. C'est ça que tu veux faire, fais-le, man. Arrête d'être la bitch de société puis de dire que t'es une victime puis tout. Fait que je pense que dans une famille, les rôles sont joués dans l'énergie que tu dégages, puis that's it. Quand tu fais les tâches chez vous, tu le fais parce que tu veux que ça soit clean à ta façon. Mm-hmm. Ça, c'est ton énergie de gars, dude. C'est ton masculine energy qui est comme « This is my house », puis je veux qu'elle soit clean de même, de cette façon-là. Bang, je vais le faire. I take matter into my own hands. Ça, c'est un gars. Ça, c'est une énergie masculine. Fait que la tâche que tu fais ne définit pas le sexe que tu es, mais l'énergie que tu y amènes, c'est complètement différent. T'sais, c'est pas ta femme qui te dit de faire le ménage, puis elle te dit quoi faire, puis blablabla. C'est toi qui décides de le faire par toi-même parce que tu t'es charge. Ça, c'est complètement masculin, tu es dans ton masculin à côté. Puis dans son féminin, moi, je pense que les femmes, quand sont dans la maison, quand tu fais une activité ou whatever,
prennent la place, leur place féminine à côté. Ils sont supposés être à l'écoute de tes émotions, des émotions des enfants, du timing et qu'est-ce qui se passe quand ils voient que tu freak out dans le shop, le kid, la main sur la cuisse, le kid, de te calmer, de changer le beat de la musique. Ils ont cette conscience-là d'être fucking... de nous aider, de nous heal constamment. C'est leur job dans la maison. Je vois ça. Tu sais, quelque chose que, genre, des débats, c'est vraiment médias sociaux, là, que tu vois, là, genre, tu sais, mettons, je prends un commentaire que j'ai déposé, puis j'ai vu du monde commencer à embarquer, je savais déjà que ça allait arriver, mais aux States, par exemple, en ce moment, ils sont en train de réincorporer le draft pour la guerre. Ouais. Puis moi, j'ai toujours eu cette vision-là ici, comme, si je deviens premier ministre, qui ne sera jamais le cas, je rends les militaires obligatoires. Je comprends. Justement pour recréer vraiment ce sentiment vraiment de en contrôle. Tu le mentionnes, les weak men, j'en ai déjà parlé. Les hommes sont rendus soft. C'est fou, man. Cette génération-là. Les enfants soft, big. Remettre une colonne vraiment au masculin, par exemple. Puis l'argument derrière ça, c'est que j'avais écrit comme... Tu sais quoi? Que l'homme aille à la guerre et que la femme reste à la maison. Pas parce que la femme doit rester à la maison. Parce que la femme, je trouve que la façon qu'elle gère vraiment la maison, la famille, l'émotion, nous, les hommes, ont tendance à être plus stupides. Ou est-ce que, tu sais, on pense pas d'une façon émotionnelle, on est toujours rationnel, mais la rationalité, à un moment donné, tu sais, ça n'a plus de sens. Il faut que tu aies un peu d'émotion. Tu l'as mentionné par rapport, tu sais, peut-être ton père, quand tu étais jeune. C'est comme, non, genre, va te coucher, tu sais, je dors. Yeah. Mais je trouve que, tu sais, vraiment que la femme maintienne ce rôle-là, tu sais, vraiment de nous maintenir la famille, le nid, tu sais, vraiment dans un entourage émotionnel est une force, tu sais, vraiment dans le meilleur des hommes ici pour nous autant. Parce que moi, il y a beaucoup de choses que je pense que, tu sais, j'aurais pas été en mesure de faire. Ça serait pas pour la femme qui est à la maison en train de vraiment fournir, tu sais, vraiment ce que je suis pas capable de peut-être faire. Toi, tu vois-tu une dynamique comme ça dans ton couple? Oui, 100%. Puis, man, c'est tellement lourd que tu compares ça à être drafté pour la guerre parce que, tu sais, quand tu dis la femme à la maison pendant que le gars il est parti à la guerre, je peux te garantir que, tu sais, moi, je preach dans le livre là, que, tu sais, les hommes, on doit être justement plus open avec nos émotions et tout le kit. 100%, c'est un weakness qu'on a, les gars, de ne pas être capable de fucking parler nos émotions. Mais d'être capable d'en parler, mais de comprendre les émotions, puis de gérer, puis d'aider, puis de nurture les émotions des autres, ça, c'est pas masculin, big. C'est pas dans notre DNA. De l'avoir un petit peu, c'est excellent pour nous autres, puis on a besoin de ça. Mais d'être 100% ça, c'est pas notre job. C'est féminin à côté comme trade, puis c'est fucking puissant, man, parce que aider quelqu'un qui est en crise, man, puis le kid, c'est pas le plus puissant que le tabasser. Fait que quand un gars, mettons, irait à la guerre, si la femme, elle irait à la guerre, puis que le père, il reste avec les enfants, les 3 enfants, là, puis que ça fait 3 ans et demi que les enfants n'ont pas vu leur mère, là, garantit qu'il n'y a pas un hostie d'homme qui est capable de gérer les traumas, puis l'anxiété que ça crée ses enfants, puis leur tristesse, puis quand ils braillent, où maman, puis qu'est-ce qui se passe? On n'est pas capable de faire ça, dude. Quand papa il est parti, là, puis que les enfants ils capotent, là, la meilleure personne pour être là, c'est maman. Ouais. C'est la meilleure personne. Parce qu'elle a la meilleure énergie, la meilleure compréhension, puis c'est inné dans une femme d'avoir la compréhension des émotions vraiment plus qu'un homme. Puis je trouve ça crissement beau, ça crissement powerful, puis je trouve ça plate, même qu'il y a des gars qui essaient d'enlever ça aux femmes, qui essaient de prendre la place à la place, puis d'envoyer leur femme faire la job qui est vraiment plus facile. Là. D'aller travailler pour quelqu'un d'autre pour faire de l'argent, c'est vraiment plus facile que de gérer les émotions de ta famille, man, puis d'être de anchor de ta famille. Parce que c'est ça une femme. Fait que je trouve ça fucking plate, man. Mais tu sais, je trouve ça plate aussi, tu sais, vraiment d'essayer de décourager que, oh non, les femmes doivent être égales. Oui, 100%. Par contre, comme tu dis, genre le mot-clé ici que tu le dis, c'est le nurture. C'est que la femme va toujours être capable de mieux nurture à la maison, les enfants, tu sais, qu'un homme. Non, mais nous, on va briser pour rien, là. On va briser pour rien. Puis c'est pour ça que oui, il y a une égalité des sexes dans des choses qui nécessitent rien de ces catégories-là. Tu sais, si on fait que toi puis moi, on a un job, tu sais, mettons, puis il y a deux autres femmes, puis on est 4, puis on fait tous la même job, puis dans cette job-là, il n'y a aucune question d'émotion, il n'y a aucune question de genre de HR, whatever, il n'y a aucune question de rien de ça, puis aucune question physique. C'est vraiment l'affaire plus basique, genre répondre au téléphone chez Bell au service à clientèle, genre, même pas au service à clientèle, même une femme devrait payer plus cher pour son meilleur pour gérer ça. Mais genre, problème technique ou whatever, fuck, name it. Ça, c'est égalité, 100%. Mais j'ai aucun problème à ce que les femmes médecins, parce que c'est la réalité, gagnent plus cher qu'un homme médecin en ce moment. J'ai aucun problème avec ça parce que quand tu vas chez le médecin puis tu fucking paniques, man, là, parce que tu penses que tu vas crever, puis le kid, la meilleure personne sûrement pour te parler d'habitude, c'est les femmes, ils gèrent crissement mieux ça que ton médecin gars qui est juste comme pogne la pilule puis comme ta gueule. Là.
Genre, C'est vrai. Fait que j'ai aucun problème que ça paye plus cher. Fait qu'il y a une égalité des sexes, je pense, qui vient, mais l'égalité des sexes, dans ma tête à moi, était pas mal plus présente avant. Niveau salaire, non. Mais niveau hygiène de vie puis mode de vie, l'égalité des sexes était bien plus là avant parce qu'on respectait le rôle des femmes puis on le preachait. Puis les gars étaient comme, moi, ma femme, je marie cette femme-là parce que c'est la parfaite femme. C'est l'exemple parfait de mère, c'est l'exemple parfait de femme, c'est l'exemple parfait. Tu sais, elle est là pour faire ça. À ce temps, on crache là-dessus, man. Comme si c'était un défaut. Encore là, c'est là qui est plat. Puis je pense que, tu sais, avoir ces conversations ouvertes, puis, tu sais, d'autres personnes qui peuvent, tu sais, vraiment les écouter, puis fonder une opinion par eux-mêmes, parce qu'il y a comme une corrosion qui est en train de se passer, tu sais, dans les couples où est-ce que, justement, comme, oh non, la femme doit être plus indépendante, féministe, puis c'est genre, ouais, je comprends. Par contre, il y a quand même des rôles. C'est pour ça que, tu sais, les deux individus sont faits, genre, de la façon qu'on est. Par exemple, toi, avec ta femme, quand tu l'as vue la première fois, as-tu eu ce sentiment-là que cette femme-là, elle va pouvoir élever mes enfants à ma façon? Comment je le... Moi et ma femme, on se parle encore souvent sur bien des façons d'élever nos enfants. Je pense qu'on se rejoint beaucoup. Mais il y a un 10%, mettons, qui est... C'est correct, ça on fait voit pas la peur. même chose, mais c'est parfait parce que j'ai besoin, des fois, de me faire challenger, puis elle a besoin de se faire challenger. Mais quand j'ai vu ma femme, je pense que ça a pris 3 semaines. Tu sais, comme c'est fou, là, genre, beaucoup de femmes auraient parti en courant, là. Après 3 semaines, je disais déjà que je voulais quand même mes enfants. J'étais comme, it's you. Puis elle se voyait pas avoir des enfants pantoute. Elle, c'est genre jamais dans sa vie, elle voulait pas d'enfants. Mais moi, quand j'ai rencontré cette femme-là, moi, je souffrais. J'étais dépressif, je faisais de la coke tous les jours, je buvais tous les jours, j'allais pas bien, man. J'allais pas bien mentalement, j'allais pas bien physiquement, ça marchait pas. Puis elle voyait juste le beau dans moi, man. J'étais comme, elle est capable de voir le beau dans moi, elle est capable de me faire sentir mieux la seconde 40 dans une pièce. Puis pas juste parce qu'elle est belle, genre. Tu sais, elle rentrait dans une pièce, son énergie, la façon qu'elle me parlait, puis tout, j'étais comme, c'est wow. Si le petit gars en dedans de moi se sentait confortable avec elle. Fait que j'étais comme ça, c'est une mère, man. That's That's it. what it is. Je suis d'accord, parce que moi aussi, je pense que quand j'ai vu ma femme, genre, je sais pas pourquoi, je venais de la rencontrer, je suis comme, shit, en vrai, ça serait la femme de mes enfants. C'est le petit gars intérieur, man, de toi, là, qui avec tous les traumas pas heal, là, que c'est comme un bombe dessus avec cette énergie-là, man, féminine qui rentre, puis Tu sens l'énergie. parfaitement fait pour te heal toi et qui est aussi heal probablement des traumas que tu passerais à tes enfants. Fait que t'es comme, non, man, this is the one. That's it. Guys, vous avez compris. Genre, moi, je pense que, tu sais, ça serait bon de recommencer, justement, de retourner, tu sais, à ces genres de types de valeurs conservatrices. Puis, drôlement, on dirait qu'on est en train de le shifter à nouveau. On dirait que ça s'en vient. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a une résistance, parce qu'il y a une résistance mainstream. Les médias, puis dans les films, puis toute l'équipe, puis le gouvernement, puis tout, c'est comme, dans leur système, ils essaient encore de pousser un agenda qui n'est pas ça. Mais je pense, de ce que j'observe, il y a quand même une rébellion de gens qui veulent go back to that. Man, j'ai jamais connu autant de monde dans ma vie en ce moment live qui font leur propre butter à la maison, genre. Vraiment, qui font leur propre shit. Genre, je vois plein d'amis à ma femme qui sont comme, hey, dude, j'ai crissé ma job là, puis à ça, j'étais à la maison 100%, je suis 1000 fois plus heureuse. Puis je le vois de plus en plus, puis je pense qu'il y a du work à faire, là. La société est woke en tabarnak, ils peuvent rien savoir de ça, mais je pense que le côté conservateur remonte un peu, puis je suis fucking content de voir ça, man. Je suis content. Ben, tu sais, on peut déjà le voir. On peut déjà le voir d'un côté politique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en France? Ouais. L'Europe est en train de flip conservateur. Le Canada est écœuré de Le fucking Trudeau à marde. Fuck, est-ce enlevez-moi ça, les déchets d'ici, je suis plus capable. Mais même aux States, c'est comme... States, tout le monde le voit. Je sais pas si tu as vu le débat, mais tu sais, Ben comme oui. Biden is crumbling, puis tu sais, je pense que l'option la plus saine aux States live, c'est Bobby Kennedy Jr., tu sais, puis lui, il avait beau être du même bord que Biden, c'est pas le même genre, pantoute. C'est pas la même, plus ouais. conservateur, beaucoup moins leftiste, puis je pense que, tu sais, sans être un extrême right-wing, le côté conservateur est crissement plus centre que anything. Puis je pense que, tu sais, quand tu t'en vas du côté conservateur, tu es plus libéral ou whatever, tu es plus gauche automatiquement, mais il y a quelque chose de très centre dans le conservateur. Oui. Puis je pense que c'est crissement ce que la population a besoin en ce moment, là. Puis je pense, ça justement, je pense que du début que la mentalité politique commence à changer, puis il est en train de se passer dans tous les sens. C'est là que je suis comme, damn, finalement, on est en train de reprendre vraiment une réalité saine. Un genre de pouvoir. C'est sûr qu'il va y avoir une dérape quelque part. 100%. On le sait du genre, on les a déjà vu. L'histoire va dire qu'il va y avoir quelque chose qui va déraper, mais
pour l'instant, je pense que c'est comme fuck, OK, on est en train de. On a survécu la tempête. Mais néanmoins, vraiment, ça l'a entraîné vraiment toute cette mentalité-là. Déjà, le système. Toi, tu as déménagé. Tu n'es pas le premier que je sais qui a déménagé parce que le système, surtout ici au Québec, Canada, je suis en train de déraper, on est en train de la perdre dur. On parlait de vaccin aussi. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe ici. Puis je trouve ça plate parce que, tu sais, il y a beaucoup de parents, man, qui écrivent à ma femme parce que ma femme a fait beaucoup de retraites puis de choses comme ça, tu sais, holistiques. Puis il y a beaucoup de femmes du Québec qui viennent la voir, tu sais, au Mexique ou des fois Pérou, Brésil, name it, tu sais. Puis même quand elle fait des retraites ici, puis il y a beaucoup de femmes puis de familles qui se sentent pognées ici, là. Parce qu'il y a des choses qui se passent avec leurs enfants puis ils n'ont pas de contrôle. Ils sont comme, je sais pas quoi faire, man. Puis tu sais, moi, ma première réaction, c'est comme, d'autres punk, t'es clics, t'es claques, puis décalistes du Québec, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui est nécessairement capable financièrement ou whatever de le faire. Là. Puis c'est plate, dude. Là. Mais tu sais, on a une amie, man, elle est venue nous visiter au Mexique. Sa fille a 4 ans, dans maternelle. Elle vient nous visiter pendant 2 semaines. Après 1 semaine et demie, elle reçoit un appel de la DPJ. L'école nous a appelé, t'as pas envoyé ta fille à l'école depuis 1 semaine et demie. Oh, wow. Elle est en maternelle, je suis en vacances au Mexique. Elle dit, ben vous avez 4 jours pour la ramener, sinon on porte plainte. Hein? J'étais genre, hey man, moi tu me dirais ça au téléphone. Là. Genre, c'est quoi ton nom? T'habites où? Puis on va s'arranger autrement. Là. T'as pas le droit d'enlever ton enfant de l'école à partir de 4 ans. Une fois qu'il rentre dans le système, tu peux pas, là. C'est l'enfer, là. Faut que tu avertisses tout le monde, t'as des papiers à signer, des affaires à faire, des rencontres à faire à distance si tu passes plus que X nombre de jours en dehors du système scolaire avec ton enfant, là. Regarde, moi, qu'est-ce qui me fait peur, surtout ici, ça va des enfants. J'ai des enfants. Genre pas avoir eu d'enfants puis voir la dérape politique puis cette mentalité-là, c'est une chose. Moi et mon enfant, on peut prendre nos shit puis partir. Avoir des enfants un peu différents, tu sais, vraiment, il y a plus une structure, tu veux leur donner une petite routine vraiment sur certaines choses, comment un mode de vie, apprendre aussi à s'adapter. Mais si je dois avoir peur de quelque chose, c'est justement dans quel monde, dans ce système-là, on est en train d'élever nos enfants. Regarde, la première expérience, puis ça, genre, ça que je te dis que j'allais t'aborder, que je t'ai pas mentionné tantôt, mais pardon. À l'hôpital, on est en train de sortir. Une des dernières infirmières, une fois qu'on a eu notre congé, puis tout, la dernière infirmière qui vient nous voir, tu sais, commence à poser des questions sur le vaccin. Le vaccin de quoi? Tous les vaccins, en général. Toute la gang, ouais. Moi, j'ai été vacciné, tu sais, comme jeune enfant, tu sais, vraiment tuberculose, hépatite, puis tout ça, tout le tralala qui vient avec, là. Fait que je suis pas comme contre ça. Je reconnais vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de bon derrière ça puis qu'on en a besoin. Par contre, à cause de l'événement COVID qui s'est passé, c'est sûr que maintenant, la vaccination devient vraiment un sujet plus tabou, plus dur, c'est comme droite ou gauche. Puis c'est là que, regarde, ça a été l'expérience. Elle rentre, elle commence à nous poser des questions. Mais elle commence à poser nos questions, voir c'est quoi notre orientation et notre éducation au sujet des vaccins. Puis une, par exemple, c'était comme, comment vois-tu le vaccin? Je suis comme, c'est pas à moi de te le dire, c'est à toi de me dire c'est quoi les bienfaits. Je suis comme, moi, je pense que ça règle des problèmes, des trucs comme ça. Est-ce que tu sais c'est quoi que ça a fait? C'est toutes des questions comme ça, vraiment ouvertes à voir vraiment c'est quoi notre angle. Comme ça serait vraiment la politique. Ouais. C'est quoi notre angle sur la perspective des vaccins? C'est quoi aussi notre niveau d'éducation sur certains types de vaccins? Puis ça, je regarde ma femme à un moment donné, je suis comme, yo, c'est quoi ces questions-là? Tu sais, on dirait qu'ils ont eu un meeting, puis comme à partir de maintenant, genre qu'il y a des enfants qui vont sortir, ben ils veulent voir vraiment. Parce que je trouve que si tu réponds bien à ces questions-là, à prendre des notes, tu rentres dans un genre de système où est-ce que, OK, eux, on va les surveiller de près. Eux, on va peut-être les bloquer de certaines garderies subventionnées. C'est tellement fucking dégueulasse. C'est là que je trouvais ça, ça me fait peur. Puis c'est sûr que, de ce que tu as dit, c'est ce que je m'en allais dire. Tu décrivais ça, puis j'étais genre 100% que les autres, ils ont un genre de registre. Parce que, tu sais, quand tu sors de l'hôpital, tu n'es pas obligé de faire vacciner ton enfant direct. Là, tu as genre comme 6 mois pour l'année, le premier vaccin, ou je sais pas trop quoi. Là. Mais là, ils te testent. Ils écrivent, ils ont un dossier sur ton enfant, ils sont comme, ce parent-là a tel niveau d'éducation, il ne connaît pas vraiment les vaccins, il est un peu contre, blablabla. Fait que là, ce dossier-là, il va où? Il va-tu à la DPJ? Il va-tu rester dans l'hôpital? Qui l'a? C'est tellement dégueulasse que ça fait quelques heures, man, quelques jours. Tu sais, ça fait même pas une semaine que ton enfant y est né.
puis t'as quelqu'un que tu connais pas, infirmière, qui arrive puis qui peut juger ton caractère, juger t'es qui comme parent, puis juger qu'est-ce que la vie de ton enfant va être par rapport à des petites questions de même, man. Mêle-toi de tes calices d'affaires. Je te jure, regarde, c'est pour ça que je suis comme, tu sais, donne-moi les grandes lignes, les pamphlets, puis c'est Moi, le tout. petit pamphlet, puis laisse-moi crisser mon camp. Mais essaie pas de me déchiffrer, là, puis... Parce que là aussi, tu sais, moi, je suis comme, regarde, dans le fond, toi, tu veux que je te dise, soit je vais être bien honnête, puis je vais te dire vraiment qu'est-ce que je pense, ou soit je vais te dire qu'est-ce que tu veux entendre, puis je décalise ici. Ouais. Puis ça, le problème, parce que vous n'êtes pas en train d'arranger une situation. Vous essayez de manipuler ce que j'entends là. Tu veux vraiment voir comment nous autres, on pense pour commencer à juste, comme tu dis, mettre dans le registre puis calculer où est-ce qu'on s'en va après ça. Je trouve ça fucking décrissant, man. Ça me fait peur. Je suis comme, yo, dans quoi on s'en va? Puis l'affaire, c'est que, tu sais, c'est... Comme je dis, avec le vaccin, la COVID, ça a tellement été mis dans nos faces. Ça a tellement été comme... Pour beaucoup de gens, ils ont craqué sous la pression, puis ils étaient comme... Puis moi, ça me rendait fâché, man. Au début, là, j'étais fâché. Pour vrai. Puis j'aime pas ça, me sentir de même par rapport au monde que je connais même pas, là. Puis que ça n'affecte pas ma vie, mais j'étais en crise de voir qu'il y a autant de monde que ça qui était comme, ben là, j'ai pas besoin de me faire accepter la job, je veux pas, je vais y aller. J'étais comme, mais t'es-tu crissement weak, man? Qu'est-ce que tu fais? Genre, j'étais genre, man, achète-les à la limite. Mais plus avec le temps, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde, man, que quand ça s'est arrivé, ils ont juste pas cette mentalité-là, cette énergie-là de trouver une façon de fuck le système. Puis, tu sais, là, t'as dit, j'y parle-tu à la fille pour lui dire comme ce qu'elle veut entendre, puis juste crisse-moi à paix, puis genre dans le système de cette façon-là, ou est-ce que je m'exprime? La part du monde, man, ils cave in, puis ils peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur. Mm-hmm. Ils ont peur du pouvoir que le gouvernement, puis la DPJ, puis le kit a sur toi, man, en tant que parent. Imagines-tu comment c'est fucking triste? Le monde avait cette même affaire-là que la COVID. La peur de, hey, là, si moi, je me fais vacciner, je vais perdre ma job, est-ce qu'ils vont m'enlever mes enfants? D'où t'es pas supposé devoir te poser tes questions-là, ever. Ever. La DPJ est supposé prendre un enfant, man, l'enfant se fait battre, l'environnement est toxique, OK, fine, parfait. Des affaires médicales comme ça, là, où, tu sais, hey, j'ai de la misère avec ça, puis je trouve que c'est plate parce qu'au Québec, on est une société comme ça, une société crissement faible à ce niveau-là versus notre gouvernement, tu sais. On vous laisse séparer à 49 % ils ne sont pas séparés, tu sais. C'est comme... Mm-hmm. T'sais, on va chant fuck Trudeau, man, au game de hockey, mais il n'y a personne dans les rues qui fait rien. Ouais, exact. Là, c'est comme, on aime ça fucking chialer, mais quand il vient le temps de faire de quoi, on le fait pas. Puis quand il vient le temps que le gouvernement nous fourre, ben on les laisse nous fourrer, puis on les laisse nous contrôler. Puis, je sais pas, même moi, à cette heure, en tant que père de 2 enfants, dans cette situation-là, j'aurais pas été capable de garder mon calme. J'aurais probablement fucking envoyé chier. Yeah. Je sais que c'est sa job, puis c'est too bad. Puis ça, la face, je m'excuse, mais... Je sais que tu fais ta job. Je sais que tu dois rapporter ça. Mais là, le problème, c'est qu'on marche ça les fait œufs. peur. On marche les œufs à cause de ça parce qu'on est comme, ah, ben là, c'est pas elle, c'est le grand boss qui a décidé. Ouais, mais man, si t'en vas pas chier elle, tu parleras jamais au grand boss. Genre, c'est plate, là, mais tu sais, faut qu'on ruffle some feathers, faut que tu fasses chier certaines personnes, faut que ça fasse mal. Il y a du monde qui va en souffrir, mais man, à un moment donné, quand tu veux te lever, il faut que tu te lèves. Si tu veux que quelque chose se passe, il y a du monde qui mérite pas ce backlash-là, mais qui vont l'avoir pareil, and it is what it is. Et puis je pense qu'avec toute la COVID, il y a bien des parents qui commencent à se réveiller là-dessus. Genre. Ben, regarde, moi, la discussion de est-ce qu'on déménage d'ici, elle est en cours. Ouais. Là, c'est juste voir, OK, où est-ce qu'on s'en irait? Qu'est-ce que ce serait une destination? Texas, en ce moment, ça a l'air une destination qui a l'air pas pire. Ouais. Ben, tu sais, nous autres, on a vraiment pensé longtemps à déménager en Floride. Au départ, c'était Mexique, Floride ou Costa Rica. Ça, c'est nos options. Tu vois que ma femme, elle aime la plage, puis la température chaude, puis on était juste comme, we'll see. Fait qu'on a tout visité, toutes ces places-là, genre vraiment comme, pas visité genre en vacances. On a visité comme si j'habite ici. Voir les quartiers. Ouais, voir les quartiers, puis louer des maisons sur Airbnb dans des quartiers qu'on achèterait. Pour vraiment voir, tu sais. C'est un bon point, ça. J'étais crissement surpris, man, d'arriver au Costa Rica. Puis, tu sais, j'étais allé au Costa Rica déjà. J'étais allé surfer, j'étais allé manger, j'étais allé dans les resorts. J'avais trippé Costa Rica. Puis, j'ai vu les enfants avec des masques dehors, dans le cours d'école. Hey. J'étais comme, Non. Là, j'étais allé cogner, man, une école privée, le kit. Là. Ah ouais, on est obligé de faire ça. J'étais comme, OK, bon, ben, ça sera pas ici. Fait que là, après ça, on est allé en Floride. Puis là, en Floride, j'étais comme, oui, OK, les affaires se passent bien, mais j'étais comme, the bigger picture, c'est quand même que, man, t'es là, il y a des chemtrails, bro, dans le ciel, every fucking day. Tes crops sont dégueulasses, la bouffe que tu manges est fucking poisoned, ton eau est pleine de fluor. J'étais comme, la merde, man. J'étais comme, la merde, je peux pas habiter aux States. Fait qu'après ça, on a trouvé le Mexique. Puis, tu sais, il y a Mexique, si t'es à Mexico City, c'est la même chose que en Floride. Ouais. C'est comme méga contrôlé, c'est méga woke, c'est tout ce shit-là. Ils ont un hostie d'agenda avec le réchauffement climatique que tu peux pas conduire 2 jours par semaine. Là, c'est une merde.
Mais moi, ce que je suis, dude, là, je suis dans la jungle. Là. Personne ne me dit quoi faire. Il n'y a rien qui se passe. C'est comme, j'ai mes panneaux solaires, man. J'achète mon eau en fucking, qui vient d'un plus haute source, man, extérieur, puis that's it. Living the life, tu sais. On dirait que, regarde, ton là, on dirait qu'il pourrait m'intéresser à voyager, sinon à explorer tout court, tu sais. J'ai la République, peut-être une de mes options possibles. J'ai entendu beaucoup de monde qui sont allés en République puis qui ont vraiment trippé sur leur expérience familiale en République, tu sais. Non, ben ça, c'est pour ça, tu déjà, ma femme est dominicaine, fait que c'est une option qui pourrait être potentielle. Costa Rica, c'était une, mais non, tu viens de dire ça, tu sais. Ah, puis on a une amie, en tout cas, je peux pas embarquer dans toute cette conversation-là parce qu'elle est poursuivie par le gouvernement du Costa Rica, mais elle s'est fait suivre par le genre de SWAT du Costa Rica quand elle est partie en avion, là, parce que une assiette d'affaires que son enfant, man, de genre 8 ans, il a touché une tondeuse, man. Il s'est brûlé le dent de la main. Puis elle voulait pas. Il voulait lui donner des médicaments, des antidouleurs, mais genre vraiment fort, genre de l'oxycodone ou whatever. Elle était comme, tu donnes pas ça à mon enfant, genre. C'est genre la paix, tu sais, il va devenir addict, genre, c'est des painkillers, c'est bien trop fort, là. Puis à cause de ça, man, ils ont pris son enfant, ils l'ont mis dans une chambre barrée, elle a pas pu y parler pendant 6 jours. Puis après ça, quand elle a filmé tout ça, puis elle a posté ça sur Instagram, ils sont venus cogner à sa porte, ils ont dit, tu délites tes stories. Oh. C'est fou, là. Oh. Fait que le Costa Rica, il y a beaucoup de darkness là-bas et tout. Fait que j'adore aller là-bas, man. J'adore aller surfer et tout le kit, mais c'est pas une place que je déménagerais. Le Mexique a beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Puis moi, c'est ce que je cherchais. En tant que père de famille, j'étais comme, moi, je veux juste gérer ma famille. Quel pays à travers le monde va me laisser gérer ma fucking famille comme je veux? Le Mexique est un. Puis rendu là, c'est vraiment fatherhood, c'est rendu justement ça, ce que j'apprends, c'est comme où est-ce que je vais me sentir le plus safe, où est-ce que mes enfants vont être safe, je vais les élever, je ne vais pas avoir cette angoisse-là, je ne vais pas sentir que le système veut nous dévorer. T'sais, ici, on se fait dévorer par les taxes. C'est horrible. Tain, comme vous avez-tu fini? Genre, vous avez-tu d'autres solutions? T'sais? Bande de mauvais hustlers. Vous savez pas vendre, genre, peut-être aller vendre plus d'électricité ailleurs au lieu de taxer sur le gaz ou. Ah, puis spender ton argent comme de la merde, man. Moi, j'ai tout le temps détesté ça, puis j'étais genre, Chris, je comprends pas, puis en même temps, je suis pas en politique, là, puis je suis pas, comme je t'ai dit, je suis pourri avec les chiffres. Mais je me suis toujours dit, depuis que je suis jeune, bro, depuis que je paye des impôts, je suis comme, pourquoi, mettons, si j'ai 10 000 $ d'impôts à faire sur mon rapport d'impôt, je peux pas, j'ai pas les catégories où ce que, mettons, je dis, je veux mettre de mon 10 000 que j'ai travaillé, que je paye d'impôts, 10 % en éducation. 25 % en santé. Puis, puis tout le monde choisit. Fait que collectivement, le pourcentage irait là, puis l'argent serait distribué de même. Ça serait comme au moins, on dirait, la société a choisi qu'on a un système d'éducation de merde, ou la société a choisi qu'on a un hostie de bon système d'éducation, puis nos routes sont pleines de potholes. C'est que genre, on peut-tu décider avant que ce soit comme Trudeau qui mette qui dépense des millions à avoir des hosties de bathrooms non genrés, genre, m'en calisse, là, il y a personne qui a voté pour ça, tu comprends? C'est comme, mettons, un sujet qu'on va aborder peut-être dans d'autres épisodes, mais ça va être les cas d'itinérance. Il y a un post que, il montait un tent city à Longueuil. Puis, tu vois juste, genre, vraiment, il y a un spot à Longueuil où est-ce que c'est tout plein de tentes. Regarde, la crise du logement, premièrement. Deuxièmement, les taxes. Troisièmement, l'itinérance est mal gérée. Ouais. J'ai déposé un commentaire qu'à ce jour, ça fait 2-3 semaines, à ce jour, genre, vraiment, le commentaire, il pointe des likes sans arrêt. Mais on comptait, c'était comme, une chance que le stade olympique va avoir un nouveau toit. Ouais. Fait qu'il y a tout plein de monde sans abri, mais il y a un toit au stade olympique. Yo, détruis-moi ça, là, puis fais quelque chose de nouveau. Mais d'où c'est parce que le Québec est rendu fucking woke, pareil comme la Californie. C'est la même chose que qu'est-ce qui se passe en Californie, man. Tu vois, fucking Venice, bro, autour de là, c'est fucking horrible, là, les camps de homeless people, mais l'argent est pas mis à la bonne place. Ils vont mettre 7 millions pour voir 2 games de hockey des Kings de Los Angeles à Québec, mais après ça, tu les itinérants dans la rue. Tu sais, mais c'est mal géré, c'est géré. En tout cas, si tu croches, même moi, depuis que je suis parti du site, là, je suis pas les nouvelles d'ici. Anyway, je veux rien savoir. Mais chaque fois que je parle à mon monde d'ici, puis ils sont comme, hey, dude, check qu'est-ce qui vient de se passer. Je suis décollissé. Je suis décollissé. C'est un désastre ici, mais bon, regarde. Fait que c'est pour ça que l'option de voir ailleurs, ça serait quelque chose qui fortement m'intéresse. Et plus je rencontre du monde que vraiment qui ont un vécu ailleurs, je suis comme shit, je pense que c'est le moment, là, bientôt. Là. Ouais, puis à un moment donné, comme j'ai souvent dit à du monde, man, qui me dit, oh man, j'hésite vraiment, je suis comme, oh, t'es-tu un fucking père qui va prendre le contrôle de ta famille et faire ce qui est mieux pour ta famille, ou tu vas avoir la chienne de faire un move? Parce que c'est ça aussi la réalité, c'est comme, ouais, c'est un fucking leap. Puis comme je te dis, j'ai eu des années de marde au début au Mexique, même d'adaptation, de réaliser que j'avais perdu plein d'argent, puis tu sais, moi, avant ici, j'avais tout un safety. Si je vais aller couper des cheveux demain matin, j'en ai un barbershop, je fais 300 $ de ma journée cash. Genre, là-bas, c'est 5 $ à coupe de cheveux. Je fais pas une crise de scène à couper des cheveux. Genre, il n'y a rien que je peux faire physiquement là-bas pour faire de l'argent.
Fait que si je suis dans la merde, il faut que je me démarre. Il faut que je fasse de quoi. Puis ça, à un moment donné, c'est une mentalité en tant que père que si tu as une famille puis tu veux le meilleur de ta famille, tu fais comme no matter what, j'ai notre back. Tu as trouvé une solution. Ouais. Nice. Mais regarde, je voudrais savoir c'est quoi les prochaines étapes pour toi. Où est-ce que tu en vas après ce livre-là? Tu m'as envoyé même, tu m'as envoyé genre ton chapitre, genre tu t'es fait couper les trompes. Ouais, non, moi je suis vasectomisé depuis mon deuxième. OK. Mais tu sais, j'ai 5 bébés, là, genre Frozen, 5 embryos Frozen. Fait que OK, c'est là que tu vas aller chercher ta petite fille. Si jamais, c'est encore dans la discussion, mais tu sais, genre, je sais pas, man. C'est autant que je le veux, autant que je le veux pas. Fait que, I don't know yet. Mais c'est pas un non. Mais tu sais, mes prochaines étapes, je suis en train d'écrire un nouveau livre qui ne sera pas sur le Fatherhood, mais j'écris un nouveau livre. Je travaille là-dessus. Tu sais, j'ai plusieurs projets aussi avec ma femme qu'on va lancer, sortir. Tu sais, j'ai des investissements dans 2-3 business qui sortent dans pas long. Fait que, tu sais, honnêtement, 2024 va finir en un big high note. Puis 2025 va vraiment starter parfait, j'ai l'impression pour moi. Penses-tu revenir au Québec un jour? Jamais de la vie. Moi, les ponts sont coupés, big. Les ponts sont coupés. Comme les trompes. Ouais, c'est autant que ma vasectomie, man. C'est done, deal. Il Vasectomie au Québec. Il n'y a rien que je vois ici qui pourrait me faire revenir. Puis oui, j'ai de la famille ici, mais j'ai ma famille, man. Tu sais, j'ai ma petite famille, puis c'est ma priorité. Puis je veux leur donner la meilleure vie possible, puis ça serait pas au Québec. Tu sais, la merde pourrait pogner au Mexique, man. Je trouverais une autre place, j'irais à Bali, man. Tu sais, comme, il y a d'autres places à travers le monde, puis je pense que au Québec, on est souvent fermé de même, puis on voit juste ce qu'il y a ici, puis ça aide pas quand, mettons, tu parles juste français, puis tu vois pas les nouvelles à travers le monde, fait que tu sais pas ce qui se passe ailleurs. Mais il y a des hosties de belles places, même, puis ici, ça n'est juste pas une pour moi. Définitivement. Et Olivier, ce fut un plaisir de t'avoir eu ici. Merci, C'est super cool de voir vraiment du monde qui n'ont pas peur vraiment de passer à l'action, peu importe que si tu vas tomber ou non, mais que vraiment que c'est possible d'avoir un succès, à vivre sa propre liberté, puis sans foutre qu'est-ce que le monde pense, vraiment. Genre, continuer à faire ce que ça à faire. J'ai adoré, vraiment, avoir la discussion, vraiment, juste sur les relations entre The Fatherhood, de nous, de personnes, vraiment, qu'on est atypique, comment on le fait, qu'est-ce qu'on fait. C'est des nouvelles routines qu'il n'y a pas aucun pamphlet qui en parle encore de comment, ça. Mais tu sais quoi? Tu vois, ça, c'est le pamphlet Dad Ass. Yeah. Dad Ass, définitivement. Donc, j'encourage à tous ceux, vraiment, qui ont des modes de vie complètement différents. Vous êtes un père, un nouveau père, ou sinon, vous voulez voir vraiment d'autres orientations de personnes qui l'ont fait. 100%. Super. Ben, merci. Man. Merci de m'avoir eu. Un plaisir. Yeah. Yellow Sea Podcast, guys.